Madame, ceci est tout simplement inacceptable. La voix glaciale de Gabriel Durand résonna à travers le centre de convention de la place Bellecour comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Tous les regards convergèrent vers la jeune femme aux boucles châtain qui se tenait près des arrangements floraux, ses mains encore couvertes de rosée matinale. Élodie Moreau sentit son cœur s'arrêter. Autour d'elle, les compositions qu'elle avait créées avec tant d'amour semblaient soudain se faner sous le poids de cette humiliation publique. Des pivoines blanches, délicatement mêlées à des branches de saule. Des roses, David Austin aux nuances de pêche, qui dialoguait avec des feuillages argentés. Tout son travail, réduit à néant par quelques mots cruels. Ses arrangements, Gabriel poursuivit, sa silhouette élancée se découpant contre les immenses baies vitrées qui donnaient sur le Rhône. Il conviendrait parfaitement pour un mariage campestre ou une fête de village, mais certainement pas pour l'inauguration d'une filiale du Durand Group. Nous attendions de l'excellence, de la sophistication. L'Assemblée, journalistes, hommes d'affaires en costume sur mesure, femmes en tailleur griffé, observaient la scène avec un mélange de gêne et de curiosité morbide. Quelques murmures s'élevèrent, certains compatissants, d'autres simplement curieux de voir comment cette petite floriste de quartier allait réagir face aux jeunes prodiges de l'économie française. Élodie leva les yeux vers cet homme qui venait de réduire des semaines de travail à quelques phrases dédaigneuses. Gabriel Durand, 32 ans, héritier d'un empire technologique, regard d'acier et charisme naturel, qui faisait de lui la coqueluche des magazines économiques. Ses cheveux bruns parfaitement coiffés, son costume italien impeccable, tout en lui respirait le succès et l'arrogance. « Monsieur Durand », réussit-elle à articuler, sa voix tremblant malgré elle, « ces compositions ont été conçues selon le brief que votre assistante m'a transmis. Vous souhaitiez quelque chose d'élégant mais chaleureux, qui reflète les valeurs familiales de votre entreprise. » « Les valeurs familiales ?» Gabriel eut un rire sans joie. « Madame. »« Excusez-moi, quel est votre nom déjà ?»« Élodie Moreau, » murmura-t-elle, sentant ses joues s'empourprer. « Madame Moreau, le Durand Group n'est pas une petite entreprise familiale de province. Nous sommes leaders mondiaux dans la technologie de pointe. Nos clients attendent de nous une image qui correspond à cette excellence. » Il désigna d'un geste méprisant les arrangements. « Ceci ressemble à ce qu'on trouverait dans une petite boutique de quartier. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie sentit sa gorge se serrer. Elle pensa à sa boutique Parfum d'Aube, levée dans la rue des Tilleuls, où chaque matin elle ouvrait ses volets sur un monde de couleurs et de parfums. Elle pensa aux heures passées à choisir chaque fleur, à étudier chaque nuance, à créer des harmonies qui parlaient au cœur. « Je comprends votre déception, » parvint-elle à dire, sa voix à peine audible. « Si vous le souhaitez, je peux reprendre l'ensemble. » « Non. » Le mot tomba comme un coup près. « L'événement commence dans 2 heures. Nous nous contenterons de ce que nous avons, mais considérez que notre collaboration s'arrête ici. » Gabriel tourna les talons, ses chaussures italiennes claquant sur le marbre poli du hall. Son assistant, un jeune homme nerveux, aux lunettes cerclées d'or, s'approcha d'Élodie avec un sourire embarrassé. « Madame Moreau, je suis désolé. Monsieur Durand est sous pression avec les actionnaires. Si vous voulez bien me suivre pour régler les détails du paiement... » Élodie hocha la tête mécaniquement. Autour d'elle, les conversations reprenaient peu à peu, mais elle sentait encore les regards, les chuchotements. Elle avait eu tant d'espoir en décrochant ce contrat. C'était sa chance de faire connaître son travail au-delà du 6e arrondissement, de prouver qu'une petite floriste pouvait rivaliser avec les grands noms de la décoration événementielle lyonnaise. Tandis qu'elle rassemblait ses affaires, sécateurs, rubans, quelques fleurs de rechange, elle aperçut son reflet dans les baies vitrées. Ses cheveux s'échappèrent de son chignon improvisé, sa robe fleurie détonnait au milieu de tous ses costumes sombres, et ses mains portaient encore les traces de son labeur matinal. Une larme roula sur sa joue. Pas de colère, mais de déception pure. Elle qui croyait aux rencontres, aux hasards heureux, aux petits miracles du quotidien. Comment avait-elle pu être si naïve? L'assistant régla rapidement la facture, visiblement pressé d'en finir avec cette situation embarrassante. Élodie signa les documents d'une main tremblante,
récupéra son chèque et quitta le centre de convention sous les premiers rayons du soleil lyonnais. Dehors, la place Bellecour s'éveillait dans la douceur d'une matinée de printemps. Les touristes commençaient à affluer, les terrasses des cafés se garnissaient de clients, et la statue équestre de Louis XIV semblait observer avec bienveillance cette chorégraphie urbaine quotidienne. Élodie respira profondément, humant les parfums mélangés de la ville, les croissants chauds d'une boulangerie proche, l'odeur fraîche du Rhône qui coulait non loin, les notes fleuries qui s'échappaient d'un parterre municipal. Sa ville, son refuge, son cocon. Elle monta dans sa petite Citroën C3 verte, rangea soigneusement ses outils sur le siège passager et démarra. Direction la rue des Tilleuls, vers son petit royaume parfumé où l'attendaient ses fleurs, ses habitués, sa vie simple mais authentique. Dans le rétroviseur, elle vit une dernière fois la façade moderne du centre de convention, puis tourna dans les ruelles pavées du Vieux Lyon. Gabriel Durand et son monde de costumes-cravates s'éloignaient déjà dans sa mémoire, comme un mauvais rêve qu'on s'empresse d'oublier. La clochette de la boutique Parfum d'Aube tinta joyeusement quand Élodie poussa la porte, mais le son lui parut étrangement discordant après la matinée qu'elle venait de vivre. L'odeur familière de lavande et de roses anciennes l'enveloppa comme une caresse, mais même ce réconfort habituel ne parvint pas à effacer complètement l'humiliation récente. Élodie, comment s'est passée la grande inauguration ? Madame Beaumont, sa voisine septuagénaire qui tenait la librairie d'à côté, était installée dans le petit fauteuil en osier près de la vitrine, une tasse de thé fumante à la main. Ses yeux pétillaient de curiosité bienveillante derrière ses lunettes en écaille. « Oh, Madame Beaumont !» Élodie posa ses affaires sur le comptoir en bois patiné. C'était instructif. La vieille dame haussa un sourcil. Après 30 ans de voisinage et d'amitié, elle savait lire entre les lignes. Instructif dans le mauvais sens du terme, j'imagine. Élodie soupira et se dirigea vers l'arrière-boutique pour enfiler son tablier fleuri. À travers la cloison, elle entendit la voix douce de Madame Beaumont. « Ma chérie, raconte-moi tout en préparant tes compositions. Tu sais que je suis une excellente confidente, et j'ai du temps devant moi. Comment résister à tant de bienveillance ?» Élodie revint dans la boutique et commença à déballer les fleurs qu'elle avait achetées aux Halles de Lyon le matin même. Des delphiniums bleus comme le ciel de Provence, des roses blanches, Madame Alfred Carrière, aux pétales soyeux, des branches de jasmin étoilées qui embaumaient déjà l'air. Tout en travaillant, elle raconta l'épisode du centre de convention. Les mots sortaient difficilement au début, puis le récit s'écoula comme une rivière qui retrouve son cours. Madame Beaumont l'écoutait sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec compassion. « Ce Gabriel Durand, » murmura-t-elle quand Élodie eut terminé. « J'en ai entendu parler dans Le Progrès. Un jeune loup de la finance, paraît-il. Brillant mais impitoyable. »« Brillant, certainement, » admit Élodie en attachant délicatement une rose à une tige de delphinium. « Mais pourquoi fallait-il qu'il soit si cruel? Mes arrangements n'étaient pourtant pas ratés. »« Ma chérie. » Madame Beaumont se leva et s'approcha du plan de travail où Élodie créait sa nouvelle composition. « Tes créations sont magnifiques. Elles ont une âme, ce qui manque cruellement dans ce monde de paraître et de superficialité. » La clochette retentit à nouveau, et Monsieur Girard, le pharmacien de la rue, entra avec son sourire chaleureux habituel. « Bonjour, mesdames. Élodie, j'espère que vous avez de quoi égayer ma pharmacie aujourd'hui. Ma femme m'a dit que les dernières compositions avaient fait sensation auprès de nos clientes. » Élodie sentit son cœur se réchauffer. Voici son vrai public, ses vrais clients, ces gens simples qui appréciaient la beauté pour ce qu'elle était, sans arrière-pensée ni calcul. « J'ai justement préparé quelque chose de printanier, » dit-elle, en montrant un arrangement de tulipes roses et de branches de forsythia. Cela devrait apporter de la joie à votre officine. Tandis que Monsieur Girard examinait les fleurs avec l'attention d'un connaisseur, d'autres habitués du quartier firent leur apparition. Madame Chen, la couturière, venait chercher des fleurs de cerisier pour décorer sa vitrine. Le jeune Thomas, serveur au bistrot du coin, voulait un petit bouquet pour sa mère hospitalisée. Peu à peu, l'atmosphère chaleureuse de la boutique fit son œuvre. Les rires fusaient, les conversations s'entrecroisaient,
et Élodie retrouvait progressivement sa sérénité. Elle était dans son élément, entourée de gens qui la connaissaient et l'appréciaient pour ce qu'elle était. « Tu vois » chuchota Madame Beaumont en réglant son thé à la verveine. « Voilà ton vrai monde. Ces gens-là savent reconnaître la valeur de ton travail. » L'après-midi s'écoula paisiblement. Élodie confectionna une couronne de mariée pour mademoiselle Dubois, qui épousait son fiancé le samedi suivant, répara l'arrangement de l'église Saint-Paul, qui avait souffert de la canicule précoce, et prépara les commandes pour le marché du lendemain. Vers 17 heures, alors que les derniers clients partaient et que le soleil déclinant dorait la vitrine de la boutique, Élodie s'autorisa enfin un moment de répit. Elle s'installa dans le petit salon de thé qu'elle avait aménagé au fond de sa boutique. 2 fauteuils chinés aux puces de lion, une table basse en bois flotté, quelques livres de botanique et de poésie française. Elle ouvrit son carnet de commandes et fit le bilan de la journée. Malgré l'épisode désagréable du matin, le chiffre d'affaires était correct. Pas extraordinaire, mais suffisant pour payer le loyer, réapprovisionner le stock et se verser un petit salaire. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Amélie, installée à Paris depuis 10 ans et qui travaillait dans la communication pour un grand groupe de luxe. « J'ai vu sur LinkedIn que tu étais prestataire pour l'inauguration Durand. Tu montes dans la hiérarchie, petite sœur. » Élodie grimaça. Même sa sœur ne connaîtrait jamais la vérité sur cette matinée humiliante. Elle tapa une réponse évasive. « Une expérience intéressante. Je te raconterai. » Le soir tombait sur Lyon. Par la vitrine, elle voyait les lumières s'allumer une à une dans les appartements d'en face, les passants rentrer chez eux après leur journée de travail, les terrasses de café se remplir pour l'apéritif. La vie simple et authentique qu'elle avait choisie, loin de l'agitation parisienne et des ambitions démesurées. Elle ferma boutique vers 19 heures et remonta dans son petit appartement au-dessus de Parfum d'Aube. 2 pièces sous les toits, avec une vue imprenable sur les jardins cachés du quartier et au loin les collines de Fourvière où trônait la basilique Notre-Dame. En préparant son dîner, une salade de jeunes pousses de son petit potager sur la terrasse, agrémentée de fleurs de capucine comestibles, elle repensa aux événements de la journée. L'humiliation s'estompait peu à peu, remplacée par une détermination tranquille. Gabrielle Durand appartenait à un monde qu'elle ne comprenait pas et ne souhaitait pas comprendre. Un monde où les apparences primaient sur l'essence, où l'argent dictait le goût, où l'humanité se perdait dans la course au profit. Elle, Élodie Moreau, continuerait à créer de la beauté avec ses mains, à apporter de la joie dans le quotidien des gens simples, à cultiver son petit jardin secret de poésie et de couleurs. Jamais plus, elle ne se laisserait intimider par ces gens-là. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident au centre de convention et Élodie avait presque réussi à l'effacer de sa mémoire. Presque. Car parfois, en arrangeant ses compositions matinales ou en servant ses clients, l'écho de cette voix glaciale résonnait encore dans sa tête. Ceci ressemble à ce qu'on trouverait dans une petite boutique de quartier. Ce matin de jeudi, Lyon se réveillait sous une pluie fine qui perlait sur les vitres de Parfum d'Aube. Élodie disposait de nouvelles arrivées dans sa vitrine, des pivoines roses précoces qu'elle avait dénichées chez son fournisseur préféré aux Halles, quand la clochette tinta. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, occupée à ajuster l'angle d'une pivoine particulièrement capricieuse. « Bonjour, nous sommes ouverts », lança-t-elle machinalement. « Je suis à vous dans un instant. J'espérais pouvoir vous parler. » Cette voix, grave, légèrement hésitante. Élodie se figea, sa main suspendue au-dessus de la pivoine. Elle connaissait cette voix pour l'avoir entendue prononcer les mots les plus blessants de sa carrière professionnelle. Lentement, très lentement, elle se retourna. Gabriel Durand se tenait dans l'encadrement de sa porte, et il était méconnaissable. Fini le costume impeccable et l'assurance arrogante. Il portait un jean sombre, un pull en cachemire gris et une veste de cuir que la pluie avait légèrement assombrie. Ses cheveux, d'habitude parfaitement coiffés, étaient ébouriffés par le vent. Et surtout, son regard d'acier s'était adouci, presque suppliant. « Vous » souffla Élodie, et ce simple mot contenait 3 jours de colère rentrée. « Moi » acquiesça-t-il avec un sourire embarrassé. « Puis-je
Puis-je entrer? Il pleut un peu. Élodie hésita. Sa première impulsion fut de le renvoyer, de lui faire goûter à son tour l'humiliation. Mais quelque chose dans son attitude la retint. Il paraissait vulnérable. « Que voulez-vous » demanda-t-elle sèchement sans l'inviter à avancer. Gabriel fit quelques pas dans la boutique et s'arrêta, visiblement saisi par l'atmosphère du lieu. Son regard parcourut les étagères chargées de vases anciens, les arrangements qui transformaient l'espace en jardin secret, les aquarelles botaniques accrochées au mur, la petite bibliothèque où se côtoyaient Colette et Giono. « C'est magnifique », murmura-t-il, et il semblait sincèrement surpris. « Une petite boutique de quartier, comme vous avez dit, » rétorqua Élodie, ses joues s'empourprant à nouveau. Gabriel ferma les yeux un instant, comme s'il encaissait un coup bien mérité. « Justement, c'est pour cela que je suis venu. » Il plongea son regard dans le sien. « Je dois vous présenter mes excuses. Ce que j'ai dit l'autre jour était inqualifiable. » Élodie croisa les bras, attendant la suite. Elle ne lui faciliterait pas la tâche. « J'étais sous pression, » continua Gabriel. Les actionnaires de Tokyo assistaient à l'événement. La presse économique nous scrutait. Ce n'est pas une excuse, je le sais bien, mais cela vous donne le droit d'humilier publiquement une artisane qui a travaillé toute une semaine pour vous satisfaire? Gabriel secoua la tête, visiblement mal à l'aise. Non, rien ne me donnait ce droit. Et le pire, c'est que... Il s'interrompit, sembla chercher ses mots. C'est que vos arrangements étaient beaux, vraiment beaux. Alors pourquoi? Bon, parce que je suis un imbécile prétentieux qui a oublié ce que signifie la beauté simple. La réponse avait fusé, brutale et sincère. Parce que dans mon monde, on mesure la valeur des choses à leur prix et à leur rareté, jamais à leur essence. Un silence pesant s'installa. Élodie observait cet homme qui avait l'air si différent de celui qu'elle avait rencontré 3 jours plus tôt. Où était passée son arrogance naturelle, ses certitudes cassantes? « Qu'est-ce que vous voulez exactement, monsieur Durand ?»« Gabriel, » corrigea-t-il doucement. « Et j'aimerais vous commander quelque chose. » Élodie eut un rire amer. « Vous vous moquez de moi? Après m'avoir dit que mon travail était indigne de votre standing, vous venez me passer commande? Pour ma grand-mère. » Ces 3 mots changèrent instantanément l'atmosphère. Gabriel avait parlé d'une voix différente, plus douce, teintée d'une tendresse qu'Élodie n'aurait jamais soupçonnée chez lui. « Votre grand-mère, elle fête ses 90 ans samedi prochain. C'est la personne la plus importante de ma vie. Elle m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture. J'avais 8 ans. Malgré elle, Élodie sentit sa colère s'amenuiser. Elle connaissait ce type de blessure, ces deuils précoces qui marquent ta vie. « Mamie Rose adore les fleurs, » continua Gabriel, et son visage s'illuminait en parlant d'elle. « Elle a un petit jardin à Caluire et Cuire, où elle cultive des roses anciennes et des pivoines. Chaque fois que je lui apporte des fleurs achetées chez un fleuriste traditionnel, elle sourit poliment, mais je vois bien qu'elles ne lui plaisent pas vraiment. Et vous pensez que les miennes? Je pense que vous êtes la seule personne à Lyon capable de créer quelque chose qui lui ressemble. Quelque chose d'authentique, de vrai, de vivant. » Gabriel fouilla dans sa veste et en sortit une petite photo qu'il tendit à Élodie. On y voyait une vieille dame aux cheveux blancs argentés, au sourire malicieux, assise dans un jardin luxuriant. Elle portait une robe fleurie et tenait dans ses mains une branche de lilas. « Elle est belle, » murmura Élodie malgré elle. « Elle est tout pour moi. Et c'est grâce à elle que je me suis rendu compte de qui j'étais en train de devenir. » « Comment cela ?» Gabriel hésita, passa une main dans ses cheveux humides. « Quand je lui ai raconté l'inauguration, sans mentionner l'épisode avec vous, évidemment, elle m'a regardé d'un air triste et m'a dit « Gabriel, mon chéri, fais attention à ne pas perdre ton cœur dans ta course vers le succès. » Il marqua une pause, le regard perdu dans la contemplation d'un bouquet de tulipes. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je pensais à ces mots, à votre expression quand je vous ai humilié, au silence gêné de mes invités, et j'ai compris qu'elle avait raison. J'étais en train de perdre mon cœur. Élodie posa la photo sur le comptoir et observa longuement Gabriel. Sa colère n'était plus qu'un souvenir. Face à elle se tenait un homme blessé,
tiraillé entre deux mondes, et qui tendait la main vers quelque chose qu'il avait perdu en chemin. « Que souhaitez-vous exactement pour votre grand-mère ?»« Quelque chose d'unique, » répondit Gabriel, ses yeux retrouvant un éclat d'émotion authentique. Un arrangement qui lui rappelle son jardin, ses souvenirs, sa jeunesse. Elle me raconte souvent qu'enfant, elle cueillait des bouquets sauvages dans la campagne lyonnaise avec sa mère, des compositions simples, mais pleines de poésie. Élodie hocha lentement la tête. Voilà un langage qu'elle comprenait, un défi qui l'inspirait. Créer un arrangement qui capture des souvenirs, qui réveille des émotions endormies, c'était exactement ce qu'elle aimait faire. « Parlez-moi d'elle », dit-elle en s'installant sur le petit tabouret derrière son comptoir. « De ses goûts, de sa personnalité. Plus je la connaîtrai, mieux je pourrai créer quelque chose qui lui ressemble. » Gabriel sembla surpris par cette approche. Dans son monde, on commandait des fleurs comme on commandait un costume, en précisant les couleurs, le budget et la date de livraison. Ici, on s'intéressait à l'âme. Mamie Rose, il s'appuya contre le comptoir, et pour la première fois depuis qu'il était entré, ses épaules se détendirent. Elle est née en 1935, dans une ferme près de Villefranche-sur-Saône. Sa famille cultivait des fruits et des légumes qu'elle vendait sur les marchés de Lyon. Élodie l'écoutait attentivement, prenant quelques notes sur un carnet relié de cuir. Elle a rencontré mon grand-père en 1954. Il était mécanicien et réparait les camions des agriculteurs. Coup de foudre immédiat, paraît-il. Un sourire tendre éclairait le visage de Gabriel. Ils se sont mariés l'année suivante et elle a quitté la ferme familiale pour s'installer en ville. Mais elle a toujours gardé cette passion pour la terre, pour les plantes. Et votre grand-père? Il est mort il y a 15 ans, cancer du poumon. Le sourire de Gabriel s'assombrit. Depuis, elle vit seule dans leur petite maison de Caluire. Elle refuse obstinément que je lui achète quelque chose de plus grand, de plus moderne. Cette maison a une âme, me dit-elle toujours. Élodie sourit. Elle comprenait cette femme sans l'avoir rencontrée. Et ses fleurs préférées? Les roses anciennes, comme je vous l'ai dit. Surtout les Pierre de Ronsard et les Madame Isaac Pereire. Elle a aussi un faible pour les pivoines, les lilas, les hortensias bleues, tout ce qui embaume et qui a du caractère. Pas les fleurs calibrées et sans parfum des serres industrielles. Donc, murmura Élodie avec une pointe d'ironie, Gabriel eut la grâce de rougir légèrement. Non, effectivement. Elle dit toujours qu'une fleur sans parfum, c'est comme une chanson sans mélodie. Votre grand-mère me plaît déjà. Élodie ferma son carnet et se leva. J'accepte votre commande, monsieur. Gabriel, mais j'ai mes conditions. Lesquelles? D'abord, vous ne verrez l'arrangement qu'au moment de la livraison. Je travaille mieux sans pression ni regard extérieur. Ensuite, vous me laissez carte blanche sur le choix des fleurs et de la composition. Gabriel hocha la tête sans hésiter. Et enfin, continua Élodie, j'aimerais rencontrer votre grand-mère avant de créer son arrangement. La rencontrer? Gabriel parut déstabilisé. Mais pourquoi? Parce que je ne crée pas des bouquets, je crée des émotions, et pour toucher quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Gabriel réfléchit un moment, se mordillant la lèvre inférieure. Élodie remarqua ce geste qui humanisait son visage, le rendait moins parfait, mais plus attachant. D'accord, finit-il par dire. Quand souhaitez-vous la voir? Demain, si possible. Un vendredi après-midi, elle sera peut-être plus détendue pour bavarder. Je peux vous y emmener vers 15 heures? Élodie acquiesça, puis une pensée la traversa. Au fait, elle sait que vous venez me voir? Non, avoua Gabriel. Je lui ai juste dit que j'avais trouvé quelqu'un de spécial pour ses 90 ans. Quelqu'un de spécial? Élodie haussa un sourcil amusé. Voilà qui change du indigne de notre standing de l'autre jour. Gabriel grimaça, visiblement encore gêné par ses paroles passées. Élodie, il avait prononcé son prénom pour la première fois, et cela créa une intimité inattendue. Accepteriez-vous que je vous raccompagne demain, après notre visite chez Mamie Rose? J'aimerais vous inviter à dîner, pour me faire pardonner. La proposition était timide, presque adolescente, loin de l'assurance habituelle du chef d'entreprise. Élodie l'observa un moment, troublée par cette métamorphose. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Voyons d'abord comment se passe cette rencontre avec votre grand-mère. »« Bien sûr, je comprends. » Gabriel consulta sa montre.
Une Rolex sobre, nota Élodie. Pas le modèle tape à l'œil qu'elle aurait imaginé. Je dois y aller. Réunion avec l'équipe de Tokyo en visioconférence. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Élodie? Oui? Merci de me donner cette chance. Après son départ, la boutique sembla étrangement silencieuse. Élodie resta un long moment immobile, essayant de faire le tri dans ses émotions. Colère, curiosité, trouble, tout se mélangeait dans son esprit. Elle prit la photo de Rose Durand et l'étudia attentivement. Cette femme avait l'air sage, bienveillante, avec une pointe de malice dans le regard. Comment avait-elle élevé un petit-fils si différent d'elle? Ou peut-être Gabriel lui ressemblait-il plus qu'il ne le croyait, sous son vernis de businessman. Le reste de l'après-midi passa rapidement. Élodie s'occupa de ses commandes habituelles, un arrangement pour le cabinet du docteur Moreau, quelques bouquets pour des anniversaires de mariage, mais son esprit revenait sans cesse à Gabriel et à sa demande si particulière. Le soir, elle dîna sur sa petite terrasse en compagnie de son chat Voltaire, un persan gris qui avait élu domicile chez elle l'hiver précédent. Les lumières de Lyon scintillaient en contrebas, et la basilique de Fourvière se dressait majestueusement dans le crépuscule. « Qu'est-ce que tu en penses, Voltaire » murmura-t-elle en grattant les oreilles du chat. « Est-ce que j'ai eu raison d'accepter » Voltaire ronronna, visiblement peu préoccupé par les dilemmes sentimentaux de sa maîtresse. Élodie sourit et porta son regard vers les collines lyonnaises. Demain, elle rencontrerait Rose Durand, et peut-être comprendrait-elle mieux l'homme complexe qu'était devenu son petit-fils. Le vendredi après-midi, Gabriel vint chercher Élodie à 15 heures précises. Il conduisait une Audi grise discrète, loin du véhicule ostentatoire qu'elle avait imaginé. Pendant le trajet vers Caluire et Cuire, ils échangèrent quelques politesses, mais Élodie sentait une nervosité palpable chez Gabriel. « Vous êtes inquiet ?» demanda-t-elle alors qu'ils remontèrent la montée de la Grande Côte. « Un peu, avoua-t-il. Mamie Rose a un don pour lire dans les gens. Elle va tout de suite comprendre que vous n'êtes pas, comment dire, une simple fleuriste de ma connaissance. Et qu'est-ce que je suis, selon vous ?» Gabriel lui jeta un coup d'œil rapide avant de reporter son attention sur la route. « Quelqu'un qui compte, » dit-il simplement. Ces mots flottèrent dans l'habitacle, chargés d'une signification qu'aucun des deux n'osa approfondir. La maison de Rose Durand était exactement comme Élodie l'avait imaginé. Une petite bâtisse en pierre des années 1950, nichée derrière un jardin luxuriant qui débordait sur la rue. Des rosiers grimpants couvraient la façade, et l'on entendait le doux murmure d'une fontaine quelque part dans le jardin. « C'est magnifique !» souffla Élodie en descendant de voiture. « Attendez de voir l'arrière !» sourit Gabriel. « C'est son royaume. » Ils remontèrent l'allée de Gravillon bordée de lavande qui embaumait l'air tiède. Avant même qu'ils n'atteignent la porte, celle-ci s'ouvrit sur une petite femme aux cheveux blancs, rassemblés en chignon, vêtue d'une robe bleu pastel et d'un tablier fleuri. « Gabriel, mon chéri !» Rose Durand accueillit son petit-fils avec un sourire radieux, puis tourna ses yeux vifs vers Élodie. « Et vous devez être cette fameuse personne spéciale dont mon petit-fils m'a parlé avec tant de mystère. » Élodie sentit immédiatement la chaleur qui émanait de cette femme. Son regard bleu délavé pétillait de malice et de bienveillance. « Élodie Moreau », se présenta-t-elle en tendant la main. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Durand. Rose, je vous en prie. Et entrez donc. J'ai préparé du thé et des madeleines. » L'intérieur de la maison était un concentré de bonheur. Meubles patinés, photographies de famille partout, bouquets de fleurs du jardin dans des vases dépareillés, et cette odeur si particulière des maisons habitées avec amour. Rose les installa dans le petit salon qui donnait sur le jardin, et Élodie ne put retenir un cri d'admiration. Derrière les porte-fenêtres s'étendait un véritable Éden, massif de roses aux couleurs infinies, pivoines opulentes, glycines qui retombaient d'une treille, et au fond, un potager où légumes et fleurs se côtoyaient harmonieusement. « C'est l'œuvre de toute une vie, » dit Rose en suivant son regard. « 50 ans que je bichonne cette terre. Chaque plante a son histoire, ses petits secrets. Gabriel m'a dit que vous cultiviez des roses anciennes, » dit Élodie. « J'adore leur parfum si complexe. » Les yeux de Rose s'illuminèrent,
Ah, une vraie connaisseuse. Gabriel, tu ne m'avais pas dit qu'Élodie s'y connaissait en rose. Elle se tourna vers Élodie avec un enthousiasme juvénile. Venez, il faut absolument que je vous montre mes Madame Isaac Pereire. Elles sont en pleine floraison. Gabriel les suivit avec un sourire attendri, tandis que sa grand-mère entraînait Élodie dans le jardin. Rose était intarissable sur ses plantes, racontant l'origine de chaque variété, les soins particuliers qu'elle leur prodiguait, les joies et les déceptions de 50 années de jardinage. « Regardez-moi celle-ci » dit-elle en caressant délicatement les pétales d'un rose profond au reflet pourpre. « Madame Isaac Pereire, 1881. Un parfum divin, et regardez cette couleur. On ne fait plus de roses comme ça aujourd'hui. » Élodie se pencha pour respirer le parfum capiteux de la fleur. Effectivement, c'était un concentré de sensualité et d'élégance. « Elle sent la rose ancienne mêlée à la framboise, » murmura-t-elle. « Avec une pointe épicée. » « Exactement. » Rose battit des mains, ravie. « Gabriel, où as-tu déniché cette perle ? Elle a le nez. » Gabriel, qui était resté silencieux, observait les deux femmes avec une expression indéchiffrable. Voir sa grand-mère si heureuse, si vivante, le bouleversait visiblement. Elles continuèrent la visite du jardin, Rose présentant chaque massif comme autant d'enfants chéris. Les pivoines, Sarah Bernhardt, aux pétales froissés comme de la soie, les delphiniums bleus qui tutoyaient le ciel, les hortensias Annabelle aux boules blancs purs. Et là, dit Rose en montrant un coin du jardin plus sauvage, c'est mon petit paradis des simples, comme ma mère me l'avait appris. Dans cet espace moins structuré poussaient des plantes champêtres, coquelicots, bleuets, marguerites et des herbes aromatiques qui embaumaient sous les pas. Maman me disait toujours que les plus belles compositions naissent de la simplicité, continua Rose. Pas besoin de fleurs exotiques ou sophistiquées. Un bouquet de coquelicots peut être plus émouvant qu'un arrangement de 100 orchidées. Élodie hocha vigoureusement la tête. Cette femme exprimait parfaitement sa propre philosophie. « Oh, c'est exactement ce que je pense. La beauté véritable ne se mesure pas au prix ou à la rareté, mais à l'émotion qu'elle procure. » Rose s'arrêta et observa attentivement Élodie. « Vous êtes fleuriste, n'est-ce pas ? Comment le savez-vous ? » « Vos mains, » sourit Rose. « Elles parlent le langage des fleurs. Et puis, vous regardez mes plantes avec l'œil de quelqu'un qui comprend leur âme. » Gabriel s'approcha des deux femmes. « Mamie, Élodie tient une boutique magnifique dans le 6e arrondissement, Parfum d'Aube. Elle crée des arrangements uniques. Parfum d'Aube. » Rose joignit les mains. « Quel joli nom. Cela évoque la rosée matinale, la fraîcheur des aubes de printemps. C'est exactement l'atmosphère que je voulais créer, » confirma Élodie. « Un lieu où chaque jour recommence dans la beauté et l'émerveillement. » Rose prit le bras d'Élodie avec une spontanéité touchante. « Ma chère petite, il faut absolument que vous reveniez voir mon jardin à différentes saisons. Au printemps, c'est l'explosion des fleurs de cerisier et des tulipes précoces. En été, les roses donnent leur plein concert. En automne, les dahlias et les astères prennent le relais. J'adorerais, » répondit Élodie sincèrement. Elles rentrèrent de prendre le thé, et la conversation se poursuivit dans la même veine chaleureuse. Rose racontait ses souvenirs d'enfance dans la campagne lyonnaise, ses premières leçons de jardinage avec sa mère, ses débuts difficiles quand elle avait quitté la ferme familiale pour épouser Henri. « Au début, j'étais malheureuse en ville, » confia-t-elle. « Tout ce béton, cette agitation. Heureusement, Henri m'a aidé à créer ce petit coin de paradis. Puisque tu ne peux pas retourner à la campagne, faisons venir la campagne à toi, » me disait-il. Gabriel écoutait ces histoires qu'il connaissait par cœur, mais quelque chose avait changé dans son regard. La présence d'Élodie semblait lui faire redécouvrir sa grand-mère sous un nouveau jour. Vers 17 heures, il se fit plus insistant sur l'heure. « Mamie, nous devons y aller. Élodie a sûrement sa boutique à rouvrir. »« Déjà ?» Rose parut déçue. « Le temps passe si vite en bonne compagnie. » Elle raccompagna ses invités jusqu'à la voiture, non sans avoir glissé à Élodie un petit bouquet de roses de son jardin. « Pour que vous pensiez à nous, » dit-elle avec un clin d'œil complice. Dans la voiture qui les ramenait vers Lyon, Élodie humait le parfum de ses roses en silence.
Gabriel finit par demander « Alors, qu'en pensez-vous ? Je pense que votre grand-mère est une femme exceptionnelle et que j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour créer son arrangement d'anniversaire. » Gabriel sourit, visiblement soulagé. Et pour le dîner, Élodie se tourna vers lui. L'homme qui la regardait n'avait plus rien de l'arrogant businessman qu'elle avait rencontré au centre de convention. Celui-ci avait des yeux tendres et une vulnérabilité nouvelle. « D'accord, » dit-elle doucement, « mais quelque part de simple. » Gabriel l'emmena dans un petit bistrot authentique de la Croix-Rousse, loin des restaurants étoilés qu'il fréquentait habituellement. Chez Marcel était un de ces établissements typiquement lyonnais, où le patron vous salue par votre prénom et où la cuisine sent bon les traditions familiales. « Comment connaissez-vous cet endroit ?» demanda Élodie en s'installant sur la banquette en moleskine rouge, surprise de ce choix si éloigné de l'univers aseptisé qu'elle associait à Gabriel. « Mamie Rose m'y amenait quand j'étais petit, » répondit-il avec un sourire nostalgique, « après mes visites chez le dentiste ou quand j'avais de bonnes notes à l'école. Marcel était déjà là, mais avec moins de cheveux blancs. » Marcel en personne vint les saluer, un homme trapu aux joues rubicondes, qui serra Gabriel dans ses bras comme s'il retrouvait un fils. « Gabriel, ça fait au moins 6 mois qu'on ne t'a pas vu. Ta grand-mère va bien ?»« Très bien, Marcel, et toujours aussi bavarde. » Gabriel se tourna vers Élodie. « Je te présente Élodie, une amie très chère. » Le regard de Marcel pétilla de curiosité bienveillante. « Enchanté, mademoiselle. Et pour fêter cette jolie rencontre, je vous offre l'apéritif. Kir ou Suze ?» Élodie opta pour un kir, Gabriel pour une Suze, et Marcel repartit vers sa cuisine en sifflotant. « Une amie très chère ?» répéta Élodie avec un sourire taquin. Gabriel rougit légèrement. « Enfin, c'est compliqué de définir ce que vous êtes. Une collègue, ça ne vous rend pas justice, une simple connaissance non plus. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je suis, chère ?» Élodie savoura sa victoire devant l'embarras évident de Gabriel. « Le fait que vous ayez accepté de dîner avec l'homme qui vous a humilié publiquement il y a 1 semaine, » répondit-il avec une franchise désarmante. « Et le fait que ma grand-mère vous ait adopté en moins de 2 heures. Mamie Rose a l'instinct infaillible pour juger les gens. » Oudum. Marcel revint avec les apéritifs et prit leur commande. Tablier de sapeur pour Gabriel, quenelle de brochet pour Élodie, le tout arrosé d'un Beaujolais que Marcel avait sélectionné personnellement. « Alors, » dit Élodie en levant son verre, « racontez-moi comment le petit-fils adoré de Rose Durand est devenu le redoutable Gabriel Durand, PDG du Durand Group. » Gabriel sirota sa Suze, semblant réfléchir à la question. « C'est une longue histoire. » Et pas forcément très glorieuse. J'ai du temps. Après la mort de mes parents, j'ai vécu chez Mamie Rose jusqu'à mes 18 ans. Des années merveilleuses, en fait. Elle m'a appris l'amour de la beauté, de la nature, des choses simples. On passait des heures dans son jardin. Elle me racontait l'histoire de chaque plante. Gabriel marqua une pause, ses yeux se perdant dans le rouge de son verre. Et puis, encouragea Élodie. Et puis, j'ai découvert que mon père m'avait légué des parts importantes dans plusieurs entreprises. Des avocats sont venus me voir à ma majorité. Du jour au lendemain, je suis devenu riche, très riche. Cela a dû être un choc, plus que vous ne l'imaginez. Moi qui avais grandi dans la simplicité de la maison de Mamie Rose, je me suis retrouvé propulsé dans un monde de conseils d'administration, de fusions-acquisitions, de stratégies financières. Marcel apporta les plats, et l'odeur réconfortante de la cuisine traditionnelle flotta entre eux. Au début, j'ai voulu tout refuser, continua Gabriel en coupant son tablier de sapeur. Mais Mamie Rose m'a dit quelque chose qui a changé ma perspective. Quoi donc ? Gabriel, mon chéri, l'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Ton père a travaillé toute sa vie pour bâtir cette fortune. À toi de la faire fructifier intelligemment, avec tes valeurs. Élodie goûta ses quenelles, fondantes à souhait. Sage conseil. Et vous l'avez suivi ? Gabriel eut un rire amer. Au début, oui. J'ai étudié l'économie. J'ai appris les rouages du business. J'ai développé l'entreprise familiale. Mais quelque part en chemin, j'ai perdu de vue les valeurs dont parlait Mamie Rose. Comment cela ? L'argent appelle l'argent. Le succès appelle le succès. Et petit à petit,
On se retrouve pris dans un engrenage où seul compte la performance, la rentabilité, l'image. On oublie l'essentiel. Gabriel posa sa fourchette et regarda Élodie intensément. « Savez-vous quand j'ai pris conscience de cette dérive ? Quand ? L'autre jour, en voyant votre expression quand je vous ai humilié. J'ai vu dans vos yeux une tristesse si profonde, si vraie, et j'ai réalisé que j'étais devenu exactement le genre d'homme que je détestais adolescent. » Un silence pensif s'installa entre eux. Autour d'eux, les conversations des autres tables créaient un fond sonore familier et chaleureux. « Et maintenant ?» demanda doucement Élodie. « Maintenant, j'essaie de retrouver le chemin, avec l'aide de Mamie Rose, et peut-être la vôtre si vous acceptez de me supporter un peu. » Élodie sourit. « Vous supportez ? Vous donnez l'impression d'être un terrible fardeau. Ah, n'est-ce pas le cas ? Un homme de 32 ans qui découvre qu'il a perdu son âme en chemin ? » « Non, » répondit Élodie, avec une conviction qui la surprit elle-même. « C'est plutôt un homme courageux qui accepte de se remettre en question. Beaucoup préfèrent rester dans leur certitude confortable. » Gabriel la regarda avec une gratitude émue. « Merci. Cela signifie beaucoup venant de vous. Pourquoi moi particulièrement ? Parce que vous représentez tout ce que j'ai perdu en chemin. L'authenticité, la passion pour votre métier, la capacité à créer de la beauté avec vos mains. » Il hésita, puis ajouta plus bas. « Et parce que vous me rappelez qui j'étais avant, qui je pourrais redevenir. » Le dessert arriva. Une tarte aux pralines roses, spécialité lyonnaise, mais ni l'un ni l'autre n'y touchèrent vraiment, trop absorbés par leur conversation. « Parlez-moi de vous maintenant, » dit Gabriel. « Comment devient-on fleuriste passionné ? » « C'est venu progressivement, » répondit Élodie. « Petite, j'accompagnais souvent ma mère chez notre fleuriste. J'étais fasciné par cette alchimie qui transformait des tiges coupées en bouquets magiques. Et vos parents, ils vous ont soutenu ? Ma mère, oui. Elle aussi aimait les fleurs, même si elle n'avait jamais osé en faire son métier. Mon père, c'était plus compliqué. Il aurait préféré que je fasse des études sérieuses, que je devienne pharmacienne ou professeur. Il a changé d'avis en voyant votre réussite. » Élodie eut une expression mélancolique. « Il est mort avant que j'ouvre ma boutique. Cancer. Maman l'a suivi 2 ans plus tard. Le chagrin, disent les médecins. » Gabriel tendit instinctivement la main et effleura celle d'Élodie. « Je suis désolé. Merci. C'est pour cela que je comprends votre relation avec votre grand-mère. Quand on a perdu ses parents jeunes, les grands-parents deviennent plus que des grands-parents. Ils deviennent nos racines, notre mémoire, notre port d'attache. » Ils terminèrent la soirée en parlant de tout et de rien, des films qu'ils aimaient, des livres qui les avaient marqués, de leurs rêves d'enfants. Gabriel se révélait bien différent de l'image qu'Élodie s'en était faite, cultivé sans être pédant, sensible sous sa carapace de businessman, et surtout capable d'autodérision. Quand ils quittèrent le bistrot vers 22 heures, Marcel les raccompagna jusqu'à la porte avec force recommandation de revenir bientôt. « Alors ?» demanda Gabriel tandis qu'il remontait vers la voiture. « Verdict ? Sur quoi ? Sur moi ? Est-ce que je suis récupérable ?» Élodie s'arrêta sous un réverbère et l'observa. Dans la lumière dorée, Gabriel avait l'air plus jeune, moins sûr de lui, presque vulnérable. « Je pense, » dit-elle lentement, « que vous n'avez jamais été perdu, juste égaré. » Le samedi matin, Élodie se leva avant l'aube pour créer l'arrangement d'anniversaire de Rose. Elle avait passé la nuit à réfléchir, laissant les impressions de la veille décanter dans son esprit. La visite du jardin, les confidences de Rose sur son enfance à la campagne, ses roses préférées, ses souvenirs avec son défunt mari. Elle descendit dans sa boutique et alluma toutes les lumières. Sur son plan de travail, elle avait disposé les fleurs sélectionnées avec un soin méticuleux. Des roses, Madame Isaac Pereire, qu'elle avait commandées spécialement à un rosiériste de la région. Des pivoines, Sarah Bernhardt aux pétales froissés comme de la soie, des branches de lilas blanc et quelques tiges sauvages glanées dans la campagne lyonnaise, coquelicots, bleuets, marguerites. L'idée lui était venue pendant la nuit, créer non pas un arrangement traditionnel, mais une composition qui raconte l'histoire de Rose.
sa jeunesse campagnarde représentée par les fleurs sauvages, sa maturité épanouie par les roses et les pivoines, et la sagesse de l'âge par les branches de lilas aux grappes délicates. Elle commença par confectionner la base, un panier en osier patiné qu'elle avait déniché chez un brocanteur, garni de mousse naturelle et d'un tissu de lin brut. Pas de mousse florale industrielle, pas de support artificiel. Tout devait respirer l'authenticité. Élodie travaillait dans un état proche de la méditation. Ses gestes étaient sûrs, précis, guidés par une intuition affinée par des années de pratique. Elle plaça d'abord les roses, ces reines du jardin, en leur ménageant l'espace nécessaire pour que chaque fleur puisse exprimer sa personnalité. Les Madame Isaac Pereire déployaient leurs pétales veloutés dans des nuances de rose profond tirant vers le pourpre, et leurs parfums capiteux embaumaient déjà l'atelier. Puis vinrent les pivoines, plus généreuses, plus exubérantes. Élodie les disposa de façon à créer un dialogue avec les roses, jouant sur les contrastes de forme et de texture. Les pivoines apportaient une note de fraîcheur et de jeunesse à la composition. Les branches de lilas furent intégrées avec délicatesse, leurs grappes blanc crème apportant une verticalité élégante et un parfum délicat qui se mariait harmonieusement avec celui des roses. Enfin, comme des touches d'aquarelle sur une toile, elle glissa çà et là les fleurs champêtres, un coquelicot au rouge vif près d'une rose pourpre, créant un contraste saisissant, quelques bleuets pour faire écho au bleu des yeux de rose. Des marguerites naïves qui apportaient une note d'innocence et de simplicité. Le résultat était éblouissant. L'arrangement ne ressemblait à rien de ce qu'on trouvait habituellement chez les fleuristes. Il racontait une histoire, évoquait des souvenirs, capturait l'essence d'une vie. C'était exactement ce qu'Élodie voulait, une composition qui parlerait directement au cœur de Rose. À 9 heures, Gabriel frappa à la porte de la boutique. Élodie alla lui ouvrir, encore vêtue de son tablier de travail, les mains parfumées par les fleurs qu'elle venait de manier. « Bonjour », dit-il avec un sourire qui illumina son visage. « Puis-je voir le chef-d'œuvre ?»« Pas encore », répondit fermement Élodie. « Je vous avais dit, surprise totale jusqu'à la livraison. » Gabriel fit mine de bouder, mais son regard pétillait d'amusement. « Même pas un petit aperçu ? Surtout pas. Mais je peux vous assurer que votre grand-mère va adorer. » Elle disparut dans l'arrière-boutique et revint avec l'arrangement soigneusement emballé dans un papier de soie crème et un ruban de satin couleur lavande. « Voilà, » dit-elle, en lui tendant le paquet, « avec mes meilleurs vœux pour les 90 ans de Madame Rose. » Gabriel prit le paquet avec précaution, comme s'il portait un trésor fragile. « Combien vous dois-je ? » ?»« Rien. »« Comment ça ? Rien. C'est mon cadeau d'anniversaire pour votre grand-mère. Une femme si charmante mérite bien ça. » Gabriel la regarda, visiblement ému. « Élodie, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Contentez-vous de transmettre mes vœux à Rose. Et... » Elle hésita un instant. « Et donnez-moi des nouvelles de sa réaction, d'accord ? Bien sûr, mais vous pourriez venir la voir vous-même. Mamie Rose organise un petit déjeuner d'anniversaire demain dimanche. Rien de protocolaire, juste quelques amis proches et la famille. Elle serait ravie de vous avoir. » Élodie réfléchit. L'invitation la tentait, mais elle ne voulait pas s'imposer dans l'intimité familiale. « Je ne voudrais pas déranger. » »« Vous ne dérangeriez pas. Au contraire. » Et puis, Gabriel sourit avec une pointe de malice. « J'avoue que l'idée de passer un dimanche en votre compagnie me plaît beaucoup. Dans ce cas, d'accord. À quelle heure ? 11 heures. Venez avec l'appétit, Mamie Rose prépare toujours un festin. » Après le départ de Gabriel, Élodie s'affaira à ranger sa boutique. Elle avait d'autres commandes en cours, un mariage le samedi suivant, quelques arrangements pour des restaurants du quartier, mais son esprit revenait sans cesse à l'arrangement qu'elle venait de créer et à l'invitation de Rose. Vers midi, Madame Beaumont fit son apparition avec son sempiternel thé et sa curiosité bienveillante. « Alors, ma chérie, comment s'est passée ta soirée d'hier ?» Élodie lui raconta la visite chez Rose et le dîner au bistrot, en omettant volontairement les moments les plus intimes de la conversation. « Fit Madame Beaumont en sirotant son thé. « Ce jeune homme te plaît, n'est-ce pas ?» Madame Beaumont. « Allons, ma chérie, j'ai 78 ans et des yeux pour voir. Tu rayonnes depuis hier soir. Et puis,
tu as préparé cet arrangement avec un soin particulier ce matin. On sent que c'était plus qu'une simple commande. Élodie soupira. Impossible de cacher quoi que ce soit à sa vieille amie. C'est compliqué, avoua-t-elle. Nous venons de mondes tellement différents. Et alors, l'amour se moque des différences sociales, ma petite. Regarde-moi, j'ai épousé un simple instituteur alors que mon père était notaire. Mes parents ont fait un scandale. Mais j'ai eu 50 ans de bonheur avec mon André. Vous croyez vraiment que... Je crois qu'il faut suivre son cœur, tout simplement. Et ton cœur, en ce moment, il dit quoi? Élodie contempla ses mains encore parfumées par les fleurs du matin. Il dit que Gabriel n'est pas l'homme que j'ai rencontré la première fois. Il dit qu'il y a chez lui une sensibilité cachée, une vulnérabilité touchante. Et il dit aussi que j'ai peur. Peur de souffrir, peur de me tromper, peur de perdre ma liberté. Madame Beaumont posa sa tasse et prit les mains d'Élodie dans les siennes. « Ma chérie, la peur est normale. Mais tu sais ce qui serait vraiment dommage. Passer à côté de quelque chose de beau par pure prudence. » L'après-midi passa rapidement entre les clients habituels et les préparatifs pour le lendemain. Élodie choisit avec soin sa tenue pour le déjeuner chez Rose. Une robe d'été en coton bleu lavande, des sandales plates confortables et un châle assorti au cas où la matinée serait fraîche. Elle se coucha tôt, l'esprit apaisé, mais le cœur battant à l'idée de revoir Gabriel et de découvrir la réaction de Rose à son arrangement. Quelque chose lui disait que ce dimanche marquerait un tournant dans son histoire avec Gabriel Durand. Le dimanche matin, Gabriel vint chercher Élodie à 10h30. Elle l'attendait devant sa boutique, vêtue de sa robe lavande qui faisait ressortir la couleur noisette de ses yeux. Elle portait un petit sac en toile contenant un cadeau personnel pour Rose. Un livre ancien sur les roses de France qu'elle avait déniché chez un bouquiniste des quais de Saône. « Vous êtes ravissante », dit Gabriel en l'aidant à monter en voiture. Il portait un pantalon en lin beige et une chemise blanche aux manches retroussées, un style décontracté qui lui allait à merveille. « Merci. Et vous, avez-vous donné mon arrangement à votre grand-mère » Le visage de Gabriel s'illumina d'un sourire radieux. « Oh que oui. Et sa réaction... Élodie, vous auriez dû voir ça. Elle a d'abord déballé votre création très délicatement, comme si elle découvrait un trésor. Puis elle est restée silencieuse un long moment, les yeux brillants de larmes. « Des larmes ?» Élodie s'inquiéta. « Elle n'a pas aimé ? Au contraire, des larmes de joie, d'émotion pure. Elle m'a dit « Gabriel, cette jeune femme a capturé mon âme dans ses fleurs. Regarde, voilà mon enfance avec ses coquelicots, voilà ma jeunesse avec ses pivoines, voilà ma vie d'épouse avec ses roses que j'aime tant. » Élodie sentit son cœur se gonfler de bonheur. Mission accomplie. Et ensuite, elle a voulu savoir absolument tout sur vous. Votre parcours, votre boutique, vos goûts. J'ai eu droit à un interrogatoire en règle. Gabriel rit. Elle a conclu en disant que vous étiez un trésor et qu'il fallait absolument que je vous garde précieusement. Elle a dit ça, textuellement. Et quand Mamie Rose donne son avis sur quelqu'un, c'est parole d'évangile? C'est parole d'évangile. Ils arrivèrent chez Rose vers 11h. Le jardin avait été préparé pour la fête. Des tables dressées sous la tonnelle de glycine, des guirlandes de fanions colorés accrochées entre les arbres, et partout des bouquets confectionnés avec les fleurs du jardin. Au centre de la table d'honneur trônait l'arrangement d'Élodie, magnifique dans la lumière douce du matin. Plusieurs invités étaient déjà là. Des voisins, quelques amis de longue date de Rose, et une femme d'une 50aine d'années que Gabriel présenta comme sa tante Marguerite, la sœur de son grand-père. « Ah, voici la fameuse Élodie !» Rose se précipita vers eux, resplendissante, dans une robe à fleurs bleues qui rappelait les bleuets de son jardin. « Ma chère petite, comment vous remercier pour ce merveilleux cadeau ?» Elle prit Élodie dans ses bras avec une spontanéité touchante. « C'est moi qui dois vous remercier, » répondit Élodie. « Créer pour vous a été un vrai plaisir. Venez, il faut que je vous présente à tout le monde. » Rose entraîna Élodie de groupe en groupe, la présentant avec une fierté évidente comme l'artiste qui a créé ce chef-d'œuvre. Chacun voulait connaître l'histoire de l'arrangement, admirer le mélange audacieux de fleurs sophistiquées et champêtres. Marguerite,
la tante de Gabriel, observait Élodie avec un intérêt particulier. « Ainsi, vous êtes fleuriste ?» dit-elle avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer une certaine réserve. « C'est original. » Gabriel, qui s'était approché, saisit immédiatement la nuance. « Élodie n'est pas juste fleuriste, tante Marguerite. C'est une véritable artiste. Tu devrais voir sa boutique. »« Oh, je n'en doute pas, » répondit Marguerite avec une politesse glacée. Chacun ses talents. Un silence gêné s'installa. Élodie comprit immédiatement qu'elle venait de faire sa première rencontre avec le monde de Gabriel. Un monde où l'on jaugeait les gens selon des critères qu'elle ne maîtrisait pas. Rose, qui avait saisi l'échange, s'interposa avec le tact d'une grande dame. « Marguerite, chérie, pourrais-tu m'aider à porter les boissons? J'ai préparé du champagne pour le toast. » Les deux femmes s'éloignèrent, laissant Gabriel et Élodie seuls près de la roseraie. « Je suis désolé, » murmura Gabriel. « Tante Marguerite a parfois des préjugés. »« Ce n'est rien, » mentit Élodie. « Je comprends. » Mais Gabriel vit bien que les mots de sa tante l'avaient blessé. Il prit doucement sa main. « Non, vous ne comprenez pas, et vous ne devriez pas avoir à comprendre. Ce que vient de dire ma tante est inacceptable. Gabriel, non, laissez-moi finir. Ma famille, mes relations, beaucoup d'entre eux vivent dans un monde artificiel, où ils jugent les gens selon leur compte en banque ou leur nom de famille. Mais vous créez de la beauté avec vos mains. Vous apportez de la joie dans la vie des gens. Qu'y a-t-il de plus noble ?» Élodie sentit sa gorge se serrer. Pas de tristesse, mais d'émotion face à la sincérité de Gabriel. « Merci, » dit-elle simplement. Le reste du déjeuner se déroula dans une atmosphère chaleureuse. Rose avait préparé un festin digne des meilleures tables lyonnaises, quenelle de brochet, coq au vin, fromage de la région, et pour finir, un magnifique gâteau aux pralines roses orné de 90 bougies. Quand vint le moment du toast, Rose se leva et demanda le silence. « Mes chers amis, » dit-elle d'une voix émue, « 90 ans, c'est long et c'est court à la fois. Long quand on regarde en arrière et qu'on voit tous les bonheurs et les peines traversées. Court quand on réalise à quelle vitesse le temps a filé. » Elle marqua une pause, son regard se posant sur Gabriel puis sur Élodie. « Mais ce que j'ai appris en 90 ans, c'est que la vraie richesse ne se compte pas en argent. Elle se compte en moments de bonheur partagé, en amitié sincère, en amours authentiques. » Son regard croisa celui de Gabriel, et Élodie vit passer entre eux une complicité profonde. « Alors aujourd'hui, je lève mon verre non seulement pour remercier la vie de m'avoir donné 90 belles années, mais aussi pour souhaiter aux jeunes générations de savoir reconnaître les vraies valeurs. » Elle se tourna vers Élodie avec un sourire malicieux. « Et parfois, les vraies valeurs arrivent dans notre vie sous la forme d'une jolie jeune femme qui sait parler le langage des fleurs. » Tout le monde applaudit, et Élodie rougit jusqu'aux oreilles. Gabriel lui pressa discrètement la main sous la table. Après le déjeuner, tandis que les invités se dispersaient dans le jardin pour profiter de la douceur de l'après-midi, Gabriel entraîna Élodie vers le fond de la propriété où Rose cultivait ses herbes aromatiques. « Élodie, » dit-il quand ils furent seuls, « je voulais vous remercier. » « De quoi ? » ?»« D'être venu, d'avoir rendu ma grand-mère si heureuse, et d'avoir supporté ma famille avec tant de grâce. Votre tante n'était pas si terrible. Si elle l'était, et elle ne sera pas la seule, mon monde, mon ancien monde, est peuplé de gens comme elle, des gens qui jugent d'abord et réfléchissent ensuite. » Gabriel s'arrêta près d'un massif de lavande et se tourna vers Élodie. « C'est pour cela que je voulais vous dire quelque chose d'important. » Le cœur d'Élodie se mit à battre plus vite. « Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 1 semaine. Je sais que j'ai commencé par vous faire du mal, mais... » Il prit ses mains dans les siennes. « Mais je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Les mots flottèrent dans l'air parfumé du jardin, mêlés au bourdonnement des abeilles et au rire lointain de Rose qui bavardait avec ses amis. Élodie regarda cet homme qui venait de lui ouvrir son cœur avec tant de simplicité. 6 jours plus tôt, elle le détestait. Aujourd'hui, Gabriel, commença-t-elle. Mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase, la voix de Rose retentit dans le jardin. « Gabriel, Élodie, venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer. »
Gabriel et Élodie échangèrent un regard chargé d'émotion et de frustration. Ce moment si important venait d'être interrompu, laissant les mots de Gabriel suspendus entre eux comme des pétales dans le vent. Ils rejoignirent Rose près de la serre, où elle était en grande conversation avec une femme élégante d'une quarantaine d'années que ni Gabriel ni Élodie n'avaient remarqué plus tôt. « Ah, parfait !» Rose rayonnait. « Gabriel, Élodie, je vous présente Céleste Moreau, journaliste à Lyon Lifestyle Magazine, une vieille amie de la famille. » Céleste Moreau. Élodie tressaillit en entendant ce nom de famille qu'elle partageait avec l'inconnu. « Céleste couvre les événements culturels et artistiques de Lyon, » continua Rose. « Et figurez-vous qu'elle est absolument fascinée par l'arrangement d'Élodie. Elle aimerait faire un article sur les nouveaux talents de l'art floral lyonnais. » Céleste s'avança avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Moreau, votre travail est vraiment remarquable. J'ai rarement vu une composition aussi narrative. On sent qu'il y a une histoire derrière chaque fleur. »« Merci », répondit Élodie, encore troublée par cette coïncidence de noms. « C'est exactement ce que j'essaie de faire, raconter des histoires avec les fleurs. »« Parfait. » Céleste sortit son carnet. « Pourriez-vous m'accorder une interview cette semaine ? Et peut-être photographier votre boutique ?» Gabriel, qui était resté silencieux, intervint soudain. « C'est une excellente idée. Élodie mérite d'être connue au-delà du 6e arrondissement. » Mais quelque chose dans le ton de Céleste alerta Élodie. Un professionnalisme un peu trop appuyé, un sourire un peu trop parfait. « Bien sûr, » accepta Élodie prudemment. « Quand souhaiteriez-vous ? » ?»« Mardi après-midi, si cela vous convient. » Vers 15 heures, ils prirent rendez-vous, puis Céleste s'éclipsa discrètement, non sans avoir jeté plusieurs regards appuyés vers Gabriel. Rose, ravie de cette tournure des événements, retourna s'occuper de ses invités. Gabriel et Élodie se retrouvèrent à nouveau seuls, mais le charme était rompu. L'interruption avait créé une gêne palpable. « Cette interview... » commença Gabriel. « Oui, c'est une belle opportunité, » répondit Élodie machinalement. « Élodie... » Gabriel s'approcha d'elle. « Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Gabriel, peut-être que nous allons un peu vite, » l'interrompit Élodie, soudain intimidée par l'ampleur des sentiments qui l'envahissaient. « Une semaine, c'est court pour... »« Pourquoi ? Pour reconnaître ce que l'on ressent. » Élodie détourna les yeux. La présence de Marguerite, avec ses sous-entendus méprisants, avait ravivé ses doutes. Et maintenant, cette journaliste, avec son air de connaître Gabriel depuis longtemps... « Gabriel, nous venons de mondes tellement différents. Votre tante me l'a fait comprendre très clairement. Ma tante est une snob. » Gabriel s'emporta. « Et alors, en quoi cela nous concerne-t-il ? Parce que ces gens sont votre famille, votre milieu professionnel, votre vie. » Gabriel prit les mains d'Élodie, l'obligeant à le regarder. « Ma vie, c'est ce que je décide qu'elle soit. Et en ce moment, j'ai envie qu'elle soit avec vous. » Les yeux d'Élodie se voilèrent. Elle aurait voulu se jeter dans ses bras, lui dire qu'elle ressentait la même chose, mais quelque chose la retenait, une peur sourde, ancestrale. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle, « pour réfléchir. » Gabriel eut l'air déçu, mais il hocha la tête. « Je comprends. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Le reste de l'après-midi se déroula dans une atmosphère plus tendue. Gabriel et Élodie évitaient soigneusement de se retrouver seuls, se réfugiant dans les conversations collectives. Rose, fine psychologue, sentit le changement d'ambiance, mais n'en dit rien. Vers 18 heures, les derniers invités partirent. Gabriel raccompagna Élodie en ville dans un silence pesant. « Merci pour cette belle journée », dit Élodie en descendant de voiture devant sa boutique. Élodie, « Bonne soirée, Gabriel ». Elle disparut dans l'entrée de son immeuble sans se retourner, laissant Gabriel seul avec ses questions. Le mardi suivant, Céleste Moreau se présenta ponctuellement à Parfum d'Aube. Élodie avait passé la matinée à préparer sa boutique, disposant ses plus belles créations et rangeant méticuleusement son atelier. Céleste arriva accompagnée d'un photographe, un jeune homme aux lunettes cerclées d'or qui se mit immédiatement au travail. L'interview commença de façon classique, parcours d'Élodie, inspiration artistique, technique de travail. Mais peu à peu, Céleste orienta ses questions vers des sujets plus personnels.
Vous qui fréquentez maintenant les milieux d'affaires lyonnais, dit-elle avec un sourire en coin, comment conciliez-vous votre art et ces nouvelles relations? Je ne vois pas très bien de quoi vous parlez, répondit Élodie, sur ses gardes. Allons, Gabriel Durand fait le buzz dans tous les milieux depuis quelques jours. On dit qu'il a une nouvelle amie, une artiste. Élodie sentit ses joues s'empourprer. Mes relations privées ne regardent que moi, mademoiselle Moreau. Bien sûr, bien sûr. Céleste leva les mains en signe d'apaisement. Mais vous savez, Gabriel est un homme public. Tout ce qu'il fait intéresse les gens. Surtout quand il change si radicalement de comportement. Comment ça? Oh, vous ne le savez peut-être pas. Gabriel a la réputation d'être un séducteur. Il sort généralement avec des femmes de son milieu, des héritières, des femmes d'affaires, des mannequins. Jamais plus de quelques mois avec la même. Chaque mot frappait Élodie comme une gifle. Céleste continua, implacable. D'ailleurs, sa dernière relation avec Camille de Montclair s'est terminée assez brutalement il y a 6 mois. Elle espérait des fiançailles. Je ne pense pas que ces informations soient pertinentes pour votre article, coupa Élodie, livide. Oh, mais elles le sont. Céleste sourit avec une fausse candeur. Car voyez-vous, l'angle de mon article, c'est justement cette transformation. Comment une simple fleuriste de quartier a-t-elle réussi à amadouer le loup de Wall Street lyonnais? Une simple fleuriste de quartier, répéta Élodie, la voix blanche. Allons, ne le prenez pas mal, c'est touchant, cette histoire de Cendrillon moderne. Très vendeur pour le magazine. Élodie se leva brusquement. Je pense que nous en avons terminé. Mais nous n'avons pas fini. Si, nous avons fini. Céleste rangea son carnet avec un sourire satisfait. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, déstabiliser Élodie. Très bien, l'article paraîtra jeudi prochain. Après leur départ, Élodie s'effondra sur la chaise de son petit salon. Les mots de Céleste résonnaient dans sa tête. Séducteur, jamais plus de quelques mois, Camille de Montclair. Et si Gabriel n'était qu'en phase de découverte de l'exotisme? Si elle n'était qu'une lubie passagère, un dépaysement temporaire avant qu'il ne retourne dans son monde? Le téléphone sonna. Gabriel. Élodie, comment s'est passée l'interview? Très bien, mentit-elle. Céleste Moreau est très professionnelle. Parfait. Écoutez, j'aimerais vous voir ce soir, pour parler. De nous. Gabriel, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Un silence au bout du fil. Élodie, qu'est-ce qui se passe? Depuis dimanche, vous me fuyez. Je ne vous fuis pas. Je réfléchis, comme je vous l'ai dit. Et à quoi avez-vous réfléchi? À votre passé de séducteur, à vos ex-petites amies de la haute société, à la différence de nos mondes, à ma peur de n'être qu'un caprice. À nous, dit-elle simplement, à la complexité de cette situation. Élodie, Gabriel, il faut que j'y aille. J'ai des clients. Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, puis éteignit son téléphone. Dehors, Lyon poursuivait sa vie tranquille, indifférente au chaos qui régnait dans le cœur d'une petite fleuriste de quartier. Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard d'incertitude. Gabriel avait tenté de rappeler plusieurs fois, envoyer des messages auxquels Élodie répondait par des politesses évasives. Elle avait besoin de distance pour faire le tri dans ses sentiments et dans les révélations de Céleste. Le jeudi matin, Madame Beaumont débarqua dans la boutique avec un exemplaire de Lyon Lifestyle Magazine sous le bras et l'air préoccupé. « Ma chérie, dit-elle sans préambule, il faut que tu vois ça. » Élodie prit le magazine et ouvrit à la page indiquée. Son cœur se serra. L'article s'étalait sur 2 pages avec le titre accrocheur « Quand l'amour transforme les loups, Gabriel Durand sous le charme d'une fleuriste de quartier ». Les photos étaient magnifiques, sa boutique n'avait jamais paru si belle, mais le texte, Céleste avait habilement mélangé éloge et sous-entendu perfide. Elle encensait le talent d'Élodie, tout en insistant lourdement sur le fossé social qui la séparait de Gabriel, évoquait leur romance improbable et l'effet Cendrillon de leur relation. Le pire était la fin de l'article. Reste à savoir si cette idylle survivra au retour de Gabriel Durand dans ses cercles habituels. Car après tout, même les plus beaux contes de fées ont parfois des réveils difficiles. Cette femme est une vipère, gronda Madame Beaumont. Elle t'a tendu un piège. Élodie referma le magazine, la gorge nouée.
Tout Lyon allait lire cet article. Ses clients, ses fournisseurs, sa famille. Tous allaient la voir comme la petite fleuriste qui rêve au-dessus de sa condition. Son téléphone se mit à sonner. Gabrielle. Cette fois, elle décrocha. « Élodie, vous avez vu l'article? Comment l'éviter? Écoutez-moi, cette femme a déformé mes propos. Elle a tout sorti de son contexte. Je vais demander un droit de réponse, porter plainte s'il le faut. » Gabrielle, stop! Le ton d'Élodie le fit taire net. Ce qui me gêne, ce n'est pas ce qu'elle a écrit sur moi, c'est ce qu'elle a révélé sur vous. Sur moi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Camille de Montclair, vos relations précédentes, votre réputation de... Comment dit-elle déjà? Ah oui, de séducteur notoire. Un silence pesant s'installa. Élodie, c'est vrai? Gabrielle soupira. En partie, oui. J'ai eu plusieurs relations ces dernières années, aucune très sérieuse. Et oui, Camille espérait que nous nous fiancions. Et vous ne me l'avez pas dit, parce que cela n'avait pas d'importance. Mon passé, c'est mon passé. Ce qui compte, c'est ce que je ressens maintenant. Pour vous, peut-être, mais moi, j'ai l'impression d'être... Quoi? D'être le dernier caprice en date, l'exotisme du moment. Comment pouvez-vous dire ça? Facilement. Regardez les faits. Un businessman habitué aux héritières et aux mannequins s'encanaille avec une petite fleuriste. Ça ne vous rappelle rien? Élodie, vous déformez tout. Non, Gabrielle, c'est vous qui me demandiez de prendre le temps de réfléchir. Eh bien, j'ai réfléchi. Et ma conclusion, c'est que nous n'avons rien à faire ensemble. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vous ne pensez pas ce que vous dites, murmura Gabrielle. Si. Je pense que vous devriez retourner dans votre monde et me laisser dans le mien. Élodie, elle raccrocha et éteignit immédiatement son téléphone. Madame Beaumont l'observait avec tristesse. « Ma chérie, es-tu sûre de toi ?»« Certaine. » Élodie se dirigea vers ses fleurs pour s'occuper les mains. « J'ai été naïve de croire qu'une histoire pareille pouvait marcher. Et si tu te trompais, si ses sentiments étaient sincères, alors il trouvera le moyen de me le prouver, » répondit Élodie avec une assurance qu'elle était loin de ressentir. L'après-midi fut un calvaire. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journalistes en quête de commentaires, clients curieux, connaissances qui voulaient avoir des détails croustillants. Élodie débrancha finalement la ligne fixe et laissa son portable éteint. Vers 16 heures, alors qu'elle s'appliquait à créer un arrangement pour se changer les idées, la clochette de la boutique tinta. Elle leva les yeux, s'attendant à voir un journaliste ou un curieux. C'était Rose Durand. La vieille dame était pâle, visiblement bouleversée. Elle tenait le magazine à la main. « Rose !» Élodie se précipita vers elle. « Que faites-vous ici? Comment êtes-vous venue ?»« En taxi !» répondit Rose d'une voix fatiguée. « Il fallait que je vous voie. » À cause de cette horreur, elle agita le magazine avec dégoût. « Rose, asseyez-vous, je vous prépare un thé. » Élodie installa la vieille dame dans son petit salon et lui servit une tisane à la verveine. Rose but quelques gorgées avant de parler. « Élodie, ma chérie, il faut que vous sachiez quelque chose sur cette Céleste Moreau. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Elle a été la maîtresse de Gabriel il y a 3 ans, pendant 6 mois, et elle n'a jamais accepté que ce soit lui qui rompe. » Élodie sentit son sang se glacer. « Elle était à votre anniversaire, parce que je l'ai invitée. Comme chaque année. Elle était amie avec mon défunt mari. Mais quand je l'ai vue vous interviewer, j'ai eu un mauvais pressentiment. » Rose posa sa tasse et prit les mains d'Élodie. « Ma chérie, cette femme vous a manipulé. Tout ce qu'elle a écrit, c'est pour vous séparer de Gabriel. Mais ce qu'elle a dit sur son passé, c'est vrai? En partie, oui. Gabriel a eu plusieurs relations avant vous, mais jamais il n'avait amené une femme me voir. Jamais il ne m'avait parlé de quelqu'un avec tant d'émotion. » Les yeux de Rose se remplirent de larmes. « Vous savez ce qu'il m'a dit hier soir au téléphone? Que pour la première fois de sa vie, il avait envie de construire quelque chose de durable avec quelqu'un, que vous lui aviez fait redécouvrir ce que signifiait aimer vraiment. » Élodie sentit ses défenses s'effriter. « Rose, et vous savez ce qu'il va faire maintenant? Il va retourner dans sa carapace de businessman froid. Il va se dire qu'il avait raison de ne jamais s'attacher. Et moi, je vais perdre l'espoir de le voir enfin heureux. » Rose se leva péniblement. « Je ne vous demande pas de lui pardonner d'emblée.
Je vous demande juste de lui donner une chance de s'expliquer. Une vraie chance. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Ma chérie, j'ai 90 ans. J'ai vu beaucoup d'amour naître et mourir. Et je peux vous dire une chose, le vrai amour, celui qui transforme les gens, celui qui leur donne envie de devenir meilleurs, il ne passe qu'une fois dans une vie. » Après le départ de Rose, Élodie resta longtemps immobile dans sa boutique silencieuse. Les révélations de la vieille dame avaient chamboulé toutes ses certitudes. Et si elle avait mal jugé Gabriel? Et si Céleste Moreau l'avait vraiment manipulé? Et si... Son téléphone portable se mit à vibrer. Un message de Gabriel. « Élodie, je respecte votre décision, mais sachez que ces 2 semaines avec vous ont été les plus belles de ma vie. Merci de m'avoir fait redécouvrir qui je pouvais être. Je vous aimerai toujours. G. » Élodie ferma les yeux, le cœur déchiré. Elle avait voulu se protéger de la souffrance, et voilà qu'elle se trouvait en plein dedans. La pire des souffrances, celle de l'incertitude et du regret. Dehors, Lyon s'enfonçait dans la nuit, indifférente au chaos émotionnel qui se jouait dans une petite boutique de fleurs de la rue des Tilleuls. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles qu'Élodie ait vécus depuis la mort de ses parents. Elle tentait de retrouver sa routine habituelle, réveil à l'aube, marché aux fleurs, composition, clients, mais tout lui semblait terne et sans saveur. Même les plus belles roses lui paraissaient fanées. Madame Beaumont venait prendre le thé tous les après-midi, observant avec inquiétude le dépérissement de sa jeune amie. Élodie avait perdu l'appétit, et des cernes violets soulignaient ses yeux. « Ma chérie, » dit-elle ce vendredi après-midi en sirotant sa verveine, « il faut que tu sortes de cet état. »« Je vais très bien, » mentit Élodie, en s'acharnant sur un bouquet de glaïeuls qui refusait de prendre la forme qu'elle souhaitait. « Tu vas très mal, au contraire, et tu le sais. » Élodie posa son sécateur avec un soupir de défaite. « Madame Beaumont, j'ai pris ma décision. C'est fini. Point final. »« Vraiment? Alors pourquoi regardes-tu ton téléphone toutes les 5 minutes? Pourquoi sursautes-tu chaque fois que la clochette sonne ?» Élodie ne répondit pas. Comment expliquer qu'elle espérait et redoutait à la fois de voir Gabriel franchir sa porte? Comment avouer qu'elle relisait chaque soir son dernier message? Et puis, continua Madame Beaumont, tu devrais voir les journaux d'aujourd'hui. Encore un article sur nous? Non, un article sur lui. Madame Beaumont sortit le Progrès de son sac et l'ouvrit à la page économique. En première page du cahier, une photo de Gabriel en costume sombre, l'air grave avec ce titre « Gabriel Durand annonce sa démission de la présidence du Durand Group ». Élodie s'empara du journal et lut l'article d'une traite. Gabriel démissionnait de ses fonctions pour se consacrer à des projets plus en adéquation avec ses valeurs personnelles. Il gardait ses parts dans l'entreprise, mais cédait la présidence à son directeur général. L'article mentionnait sa volonté de revenir à l'essentiel et de privilégier l'humain sur le profit. « Il a démissionné », murmura Élodie, abasourdie. « Hier matin, d'après l'article. Et devine ce qu'il a fait ensuite? Quoi? Il a acheté une petite maison avec jardin à Caluire, à 2 rues de chez sa grand-mère, et il a pris rendez-vous avec une pépinière pour transformer le terrain en roseraie. » Élodie releva la tête, le cœur battant. « Comment savez-vous tout ça? » Parce que la pépinière en question, c'est celle des frères Gonzalez, mes amis depuis 40 ans, et Pierre Gonzalez m'a appelé ce matin, tout excité. « Figure-toi, m'a-t-il dit, qu'un jeune businessman est venu hier nous commander pour 15 000 € de rosiers anciens, des Madame Isaac Pereire, des Pierre de Ronsard, des Charles de Mills. Il veut créer une roseraie comme celle de sa grand-mère. » Élodie sentit sa gorge se serrer. Gabriel créait une roseraie, comme celle de Rose, comme ils en avaient parlé ensemble. « Il y a autre chose, » continua Madame Beaumont. Pierre m'a dit que ce jeune homme avait les yeux les plus tristes qu'il ait jamais vus, et qu'il a demandé s'il connaissait une bonne fleuriste pour l'aider à concevoir l'ensemble. Pierre lui a donné ton nom. Il a donné mon nom, évidemment. Tu es la meilleure fleuriste de Lyon. Tout le monde le sait. Élodie se laissa tomber sur sa chaise, le journal toujours à la main. Gabriel avait tout quitté, son poste, son prestige, son ancien mode de vie, pour créer une roseraie, pour revenir à l'essentiel. « Madame Beaumont, qu'est-ce que je dois faire? » « Ce que te dicte ton cœur, ma chérie, ce que te dicte ton cœur. »
Le samedi matin, Élodie prit une décision. Elle ferma sa boutique plus tôt que d'habitude et se rendit chez un fleuriste concurrent, chose qu'elle n'avait jamais faite de sa vie, pour acheter un bouquet, pas n'importe lequel, des roses, Madame Isaac Pereire, les préférées de Rose Durand. Elle avait l'adresse de Gabriel par les frères Gonzalez, une petite maison de ville en pierre blonde, avec un jardin de taille modeste, mais aux possibilités infinies. Quand elle sonna à la porte, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Des bruits de pas, puis la porte s'ouvrit. Gabriel apparut, et Élodie eut un choc. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, et ses yeux portaient effectivement cette tristesse dont avait parlé Pierre Gonzalez. Élodie, souffla-t-il, et son nom dans sa bouche était comme une caresse. Bonjour Gabriel. Ils se regardèrent longuement sans bouger, comme s'ils craignaient de briser un charme fragile. Commença Élodie. J'ai lu l'article dans Le Progrès. Ah! Gabriel passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Oui, j'ai démissionné. Pourquoi? Parce que vous aviez raison. Ce monde-là n'était pas le mien. Plus le mien. Et la roseraie? Gabriel sourit, et pour la première fois, ce sourire atteignit ses yeux. Comment êtes-vous au courant? Lyon est un village, vous savez. Voulez-vous entrer? La maison était presque vide, quelques meubles de base, des cartons pas encore déballés. Mais par les portes-fenêtres du salon, on voyait le jardin en friche qui n'attendait que d'être transformé. C'est là que vous voulez créer votre roseraie? Oui, avec l'aide d'une fleuriste de talent, si elle accepte. Élodie lui tendit le bouquet qu'elle avait apporté. Des Madame Isaac Pereire, dit-elle simplement. Gabriel prit les roses et ses doigts effleurèrent ceux d'Élodie. Ce contact envoya une décharge électrique dans tout son corps. Merci, murmura-t-il. Elles sont magnifiques. Gabriel. Oui, je vous demande pardon. Il la regarda, surpris. Pardon? De quoi? De ne pas vous avoir fait confiance, de ne pas vous avoir donné la chance de vous expliquer, d'avoir écouté cette Céleste Moreau. Élodie. Oh non, laissez-moi finir. Rose est venue me voir. Elle m'a expliqué qui était vraiment Céleste, et j'ai compris que j'avais été manipulé. Gabriel posa le bouquet sur la table et s'approcha d'elle. Et maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Élodie leva les yeux vers lui. Dans ce regard qu'elle avait cru arrogant et froid, elle ne voyait plus que tendresse et vulnérabilité. Maintenant, je ressens que j'ai eu très peur. Peur de vous faire confiance, peur de souffrir, peur d'aimer. Et cette peur, elle a disparu. Non, avoua Élodie. Elle est toujours là. Mais j'ai compris quelque chose. Quoi? Que la peur de rater quelque chose de beau est plus forte que la peur de souffrir. Gabriel tendit les mains vers elle, et cette fois, Élodie ne recula pas. Élodie, ce que je vous ai dit l'autre jour dans le jardin de Mamie Rose... vous avez dit que vous étiez en train de tomber amoureux de moi. Non, je me suis trompé de temps. Comment ça? Gabriel sourit, et ce sourire illumina son visage comme un lever de soleil. Je ne suis pas en train de tomber amoureux de vous, je suis tombé, complètement, irrémédiablement, définitivement amoureux de vous. Élodie sentit ses yeux se remplir de larmes, des larmes de joie cette fois. Gabriel, et vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Élodie prit son visage entre ses mains et plongea son regard dans le sien. Je ressens que je vous aime aussi, malgré ma peur, malgré nos différences, malgré tout. Je vous aime. Il n'y eut plus de mots après cela. Gabriel l'attira contre lui et l'embrassa avec une tendresse infinie, comme s'il voulait rattraper tous les jours perdus. Et Élodie se laissa aller dans ses bras, enfin libérée de ses doutes et de ses peurs. Dehors, le jardin en friche attendait leur collaboration future. Bientôt, ils déborderaient de roses et de promesses d'avenir. 6 mois plus tard, par une belle matinée de printemps, Élodie se tenait dans le jardin de Gabriel, admirant le miracle qu'ils avaient créé ensemble. La roseraie prenait forme magnifiquement, les jeunes plants s'épanouissaient sous le soleil lyonnais et déjà quelques roses précoces ouvraient leurs premiers pétales. « Les pierres de Ronsard vont être splendides cette année », dit Gabriel en s'approchant d'elle, 2 tasses de café fumante à la main. Élodie accepta sa tasse avec un sourire.
Ces matins passés ensemble dans le jardin étaient devenus ses moments préférés de la journée. Gabrielle avait appris les rudiments du jardinage avec une passion touchante et elle découvrait chez lui une patience et une minutie qu'elle n'aurait jamais soupçonnées. « Et regardez, c'est Madame Isaac Pereire, dit-elle en pointant vers un massif. Elles promettent une floraison exceptionnelle. Votre grand-mère va être ravie. » Rose venait déjeuner tous les dimanches, rayonnante de voir son petit-fils si épanoui. Elle et Élodie étaient devenues complices, partageant secrets de jardinage et recettes de cuisine avec la complicité de deux femmes qui s'adorent. « Au fait, » dit Gabrielle en sirotant son café, « j'ai quelque chose à vous annoncer. » « Quoi donc ? J'ai reçu une proposition hier. Le maire de Lyon souhaite me confier la direction d'un nouveau projet, développer l'agriculture urbaine et les espaces verts participatifs dans la ville. » Élodie se tourna vers lui, les yeux brillants. « Gabrielle, c'est merveilleux. Vous allez accepter ? J'aimerais beaucoup, mais cela dépend d'une condition. » « Laquelle ?» Gabrielle posa sa tasse et prit les mains d'Élodie. « Que ma conseillère artistique accepte de travailler avec moi. » Votre conseillère artistique ? Vous, bien sûr. Qui d'autre pourrait concevoir des jardins qui parlent au cœur des gens ? Élodie sentit l'excitation monter en elle. Un projet municipal. La possibilité de transformer Lyon en ville plus verte, plus humaine. Mais ma boutique, nous pourrions l'agrandir. J'ai repéré un local parfait rue de la République, plus grand, avec un atelier et même un petit espace d'exposition. Parfum d'Aube pourrait devenir une véritable institution lyonnaise. Élodie l'embrassa impulsivement. « Vous avez pensé à tout. J'ai eu un bon professeur pour apprendre à rêver, » dit Gabrielle en caressant sa joue. Ils furent interrompus par le bruit d'une voiture dans l'allée. Rose apparut au portail, accompagnée d'une femme que ni Gabrielle ni Élodie ne reconnaissaient. « Mes chéris !» lança Rose joyeusement. « J'espère que vous avez du café, j'amène une invitée surprise. » La femme qui l'accompagnait était élégante, la cinquantaine, avec des cheveux poivre et sel et un sourire chaleureux. « Je vous présente Marie-Claire Dubois, » dit Rose, rédactrice en chef d'Art & Jardin, le magazine national de référence. Gabrielle et Élodie échangèrent un regard surpris. « Madame Dubois, » dit Gabrielle en s'avançant. « Bienvenue. Merci. Rose m'a tant parlé de votre roseraie et du talent d'Élodie que j'ai voulu voir par moi-même. » Marie-Claire Dubois promena un regard expert sur le jardin en devenir. « Remarquable, » murmura-t-elle. « Cette association de roses anciennes et de vivaces contemporaines, et cette perspective qui guide l'œil vers la fontaine. » Elle se tourna vers Élodie. « C'est votre conception ? » « Nous l'avons pensé ensemble, » répondit Élodie modestement. Gabrielle a une intuition naturelle pour l'harmonie des espaces. « Parfait, » Marie-Claire battit des mains, « car j'ai une proposition à vous faire. Nous préparons un numéro spécial sur les nouveaux jardins français. 6 pages sur votre projet avec l'histoire de votre collaboration. Cela vous intéresse ? Cette fois, c'était de la vraie reconnaissance. Pas les sous-entendus perfides de Céleste Moreau, mais l'intérêt sincère d'une professionnelle respectée. « Nous serions honorés, » répondit Gabrielle. Ils passèrent l'heure suivante à faire visiter le jardin, expliquant leur philosophie commune, créer des espaces qui racontent des histoires, qui connectent les gens à la nature et à leurs émotions. « Vous savez, » dit Marie-Claire au moment de partir, « votre approche est révolutionnaire, cette idée de jardin narratif, d'espace qui parlent au cœur. C'est l'avenir de l'art paysager. » Après son départ, Gabrielle, Élodie et Rose s'installèrent sous la tonnelle pour déjeuner. L'atmosphère était à la fête. « Mes enfants, » dit Rose en levant son verre de Beaujolais, « je propose un toast. »« À quoi, mamie ?» demanda Gabrielle. « Aux rencontres imprévues, aux coups de foudre qui changent une vie et aux amours qui font grandir. » Ils trinquèrent, et Élodie sentit une plénitude parfaite l'envahir. Il y a 1 an, elle était une petite fleuriste de quartier, aux ambitions modestes. Aujourd'hui, elle était amoureuse d'un homme merveilleux, sur le point de voir son talent reconnu nationalement et prête à transformer sa ville natale. « Gabrielle, » dit-elle soudain. « Oui, vous souvenez-vous de ce que vous m'aviez dit le premier jour, que mes arrangements étaient bons pour un mariage campestre ?» Gabrielle grimaça. «
Comment oublier cette horreur? Pourquoi me rappelez-vous mes pires moments? Parce que j'ai décidé de vous prendre au mot. Oh, comment ça? Élodie se leva et alla cueillir quelques roses qui commençaient à s'ouvrir. Elle en confectionna rapidement un petit bouquet champêtre, mélange de simplicité et d'élégance. Voilà, dit-elle en le tendant à Gabriel, un arrangement bon pour un mariage campestre. Gabriel prit le bouquet perplexe. Élodie, qu'est-ce que vous voulez dire? Rose avait compris la première. Ses yeux pétillaient de malice. Je crois, dit Élodie en s'agenouillant devant Gabriel sous le regard ému de Rose, qu'il est temps d'organiser ce mariage campestre. Gabriel Durand, voulez-vous m'épouser? Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Gabriel regardait Élodie, agenouillée dans son jardin avec son petit bouquet de roses, et son visage exprimait un bonheur si pur qu'il en était bouleversant. Élodie Moreau, dit-il enfin d'une voix tremblante d'émotion, il y a 1 an, j'étais un homme perdu qui ne savait plus ce que signifiait aimer. Vous m'avez appris la beauté, la simplicité, l'authenticité. Vous m'avez rendu à moi-même. Il se leva et s'agenouilla à son tour, prenant ses mains dans les siennes. Alors oui, 1000 fois oui, je veux vous épouser. Dans ce jardin, entouré de nos roses et de ceux qui nous aiment. Rose applaudit, les larmes aux yeux, tandis que Gabriel et Élodie s'embrassaient au milieu de leur roseraie naissante. « Attendez, dit soudain Rose, j'ai quelque chose pour vous. » Elle disparut dans la maison et revint avec un petit écrin de velours bleu. « La bague de fiançailles de ma mère, » expliqua-t-elle en l'ouvrant. Un solitaire tout simple, serti de petits diamants. Elle appartenait à une femme qui savait aimer simplement et profondément, comme vous, ma chère Élodie. Gabriel glissa la bague au doigt d'Élodie. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été créée pour elle. Maintenant, dit Rose avec satisfaction, nous avons un mariage à organiser. 3 mois plus tard, par une splendide journée de juin, le jardin de Gabriel et Élodie resplendissait sous le soleil lyonnais. Les roses étaient à leur apogée. Madame Isaac Pereire déployait leurs volutes pourpres, Pierre de Ronsard mariait blanc et rose tendre, et Charles de Mills offrait leur corolle parfaite d'un rouge profond. C'était le jour de leur mariage. Ils avaient voulu une cérémonie simple et authentique, loin du faste et des conventions. 50 invités tout au plus. La famille, les vrais amis, les habitants du quartier qui avaient vu naître leur histoire d'amour. Élodie se préparait dans la chambre de Rose, aidée par Madame Beaumont et sa sœur Amélie, venues spécialement de Paris. Elle portait une robe qu'elle avait choisie chez une créatrice lyonnaise. Du crêpe de soie couleur champagne, coupé simplement, qui épousait ses formes avec élégance. Pas de voile mais une couronne de roses blanches du jardin dans ses cheveux châtains légèrement ondulés. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Rose en l'embrassant. « Gabriel va fondre en te voyant. »« J'ai le trac, » avoua Élodie. « Et si quoi ?» l'interrompit Amélie. « Et si tu épousais l'homme le plus amoureux de Lyon? Et si tu vivais enfin ton conte de fées ?» Madame Beaumont, émue aux larmes, ajustait les plis de la robe. « Ma petite Élodie, si tes parents te voyaient, ils seraient si fiers. » Par la fenêtre, on entendait les musiciens s'installer dans le jardin. Gabriel avait engagé un quatuor à cordes qui jouerait du Vivaldi et du Pachelbel, mais aussi des mélodies françaises plus contemporaines, chères à Élodie. En bas, Gabriel accueillait les invités avec Marcel, le patron du bistrot de la Croix-Rousse, qui lui servait de témoin. Il portait un costume en lin beige parfaitement coupé et une chemise blanche dont il avait remonté les manches. À sa boutonnière, une rose Madame Isaac Pereire, qu'Élodie avait cueillie le matin même. « Mon vieux !» lui dit Marcel en lui donnant une tape amicale sur l'épaule. « Tu as l'air d'un gamin le matin de Noël. »« C'est exactement ce que je ressens, » sourit Gabriel. « J'ai l'impression que ma vraie vie commence aujourd'hui. » Le maire du 6e arrondissement, qui devait célébrer l'union, était arrivé et bavardait avec les frères Gonzalez, venus avec leurs épouses. Pierre Gonzalez n'en finissait pas d'admirer les roses. « Dis-moi, Gabriel, lança-t-il, vous comptez ouvrir votre jardin au public, parce que cette roseraie, c'est un petit bagatelle. » L'idée nous a traversé l'esprit, répondit Gabriel. Peut-être des visites guidées certains week-ends. Élodie pourrait raconter l'histoire de chaque variété.
Marguerite, la tante de Gabriel, était également présente. Elle avait fait des efforts visibles pour accepter cette union qui la dérangeait toujours un peu, mais Rose l'avait prise en charge avec son tact habituel. « Regarde-moi ces arrangements floraux », disait justement Rose à sa belle-sœur. « As-tu jamais vu quelque chose d'aussi raffiné? Élodie a vraiment un don. » Les compositions d'Élodie transformaient effectivement le jardin en cathédrale de verdure. Elle avait créé des arches de roses et de jasmin, disposé des bouquets champêtres sur chaque table et semé des pétales de roses sur l'allée centrale où Gabriel et elle allaient échanger leurs vœux. À 15 heures précises, le quatuor entama les premières mesures du canon de Pachelbel. Gabriel prit place devant l'arche de rose, le cœur battant. Rose, resplendissante dans une robe bleu lavande, vint le rejoindre. En tant que doyenne de la famille, c'est elle qui remettrait Élodie à son petit-fils. Puis, Élodie apparut, escortée par Madame Beaumont. Elle remontait l'allée de Pétales, un sourire radieux aux lèvres, portant un bouquet de roses blanches mêlées de bleuets et de marguerites. Un clin d'œil à leur première rencontre chez Rose. Gabriel sentit sa gorge se serrer d'émotion. Cette femme qui s'avançait vers lui avait transformé sa vie. Grâce à elle, il avait retrouvé sa sensibilité, sa capacité d'émerveillement, sa joie de vivre. Grâce à elle, il était redevenu l'homme que Rose avait élevé. « Elle est belle, n'est-ce pas ?» chuchota Rose en glissant la main d'Élodie dans celle de Gabriel. « La plus belle », murmura Gabriel sans quitter Élodie des yeux. La cérémonie fut empreinte de simplicité et d'authenticité. Pas de discours pompeux, mais des mots sincères sur l'amour qui transforme, sur la beauté du partage, sur l'importance de cultiver ensemble un jardin de bonheur. Gabriel et Élodie avaient écrit leurs propres vœux. « Élodie, » dit Gabriel d'une voix tremblante d'émotion, « il y a 1 an, j'étais un homme qui avait oublié l'essentiel. Vous m'avez rappelé que la vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en moments de bonheur partagé. Vous m'avez appris que la beauté se trouve dans les choses simples, un bouquet de fleurs, un sourire, une main tendue. Je promets de cultiver avec vous notre amour comme nous cultivons notre jardin, avec patience, avec tendresse, avec confiance en l'avenir. » Élodie essuya une larme avant de prendre la parole à son tour. « Gabriel, vous m'aviez dit un jour que mes arrangements étaient bons pour un mariage campestre. Aujourd'hui, nous y voilà. » Les invités sourirent. Mais surtout, vous m'avez montré qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur les apparences. Derrière le businessman que vous étiez se cachait l'homme sensible que vous êtes redevenu. Je promets de vous aimer dans vos certitudes et dans vos doutes, dans vos projets fous et dans vos moments de simplicité. Je promets de faire grandir notre amour comme les plus belles roses, avec amour, avec patience et en lui donnant toute la lumière qu'il mérite. L'échange des alliances se fit dans un silence ému. Gabriel avait choisi un jonc simple en or blanc, gravé à l'intérieur de cette phrase « Tu es mon parfum d'aube ». Élodie lui passait un anneau similaire, gravé de « Tu es mon jardin secret ». « Je vous déclare unis par les liens du mariage », proclama le maire. « Gabriel, vous pouvez embrasser votre épouse. » Leur baiser fut tendre et passionné à la fois, salué par les applaudissements et les cris de joie des invités. Des pétales de rose, lancés par les enfants du quartier, voltigèrent autour d'eux comme une bénédiction parfumée. La fête se prolongea jusqu'au coucher du soleil. Marcel avait préparé un buffet digne des plus grandes tables. Terrine maison, quenelle de brochet, fromage de la région et une pièce montée aux pralines roses, qui fit sensation. Vers 19 heures, tandis que les invités bavardaient par petits groupes dans le jardin éclairé de guirlandes lumineuses, Élodie et Gabriel s'éclipsèrent pour quelques minutes d'intimité près de leur massif de Madame Isaac Pereire. « Alors, Madame Durand, » dit Gabriel en prenant sa femme dans ses bras, « aucun regret ?»« Aucun, Monsieur Durand. »« Et vous ?»« Si, un seul. »« Lequel ?» s'inquiéta Élodie. « De ne pas vous avoir rencontré plus tôt. » Élodie rit et l'embrassa tendrement. « Nous nous sommes rencontrés exactement au bon moment, quand nous étions prêts l'un et l'autre à nous transformer. Vous avez raison, comme toujours. » Ils restèrent ainsi enlacés au milieu de leurs roses, écoutant le bonheur de leurs invités et savourant leur propre plénitude. Demain commencerait leur nouvelle vie commune,
le développement de leur projet municipal, l'agrandissement de Parfums d'Aube, les voyages qu'ils avaient prévus pour découvrir les plus beaux jardins d'Europe. Mais ce soir, ils n'étaient que Gabriel et Élodie, unis pour toujours dans leur jardin de roses sous le ciel étoilé de Lyon. 1 an après leur mariage, Élodie se tenait sur la terrasse du nouveau Parfum d'Aube, rue de la République, admirant l'agitation joyeuse qui régnait dans sa boutique agrandie. L'espace était 3 fois plus grand que l'ancien, avec un atelier lumineux, une serre attenante et ce petit salon de thé où les clients aimaient venir discuter jardinage autour d'une tasse de verveine. En bas, Gabriel animait un atelier d'initiation au jardinage urbain pour un groupe d'enfants des écoles du quartier. Sa patience avec les petits était touchante, et Élodie souriait en le voyant expliquer avec passion comment faire pousser des radis sur un balcon. Le projet municipal qu'ils dirigeaient ensemble avait dépassé toutes les espérances. Lyon comptait maintenant 15 jardins participatifs, 3 fermes urbaines et plus de 50 balcons fleuris dans les quartiers défavorisés. Leur concept de jardin narratif, des espaces verts qui racontent l'histoire des quartiers, faisait école dans toute la France. Madame Durand, Élodie se retourna. Une jeune femme timide se tenait dans l'escalier qui menait à la terrasse. « Oui, je suis Camille Roussel, journaliste stagiaire au Progrès. Mon rédacteur en chef m'a demandé de faire un papier sur votre réussite pour le supplément économique. Auriez-vous quelques minutes ?» Élodie sourit. Que de chemin parcouru depuis l'humiliation publique de cette matinée au centre de convention. Aujourd'hui, c'étaient les journalistes qui venaient la solliciter pour parler de réussite et d'innovation. Bien sûr, installons-nous au salon. Et elles s'assirent dans le petit espace cosy qu'Élodie avait aménagé avec des meubles chinés et des compositions florales qui changeaient selon les saisons. Aujourd'hui, des dahlias automnaux dans des tons orangés réchauffèrent l'atmosphère. « Madame Durand, » commença la jeune journaliste, « en 2 ans vous êtes passée de petite fleuriste de quartier à référence nationale en matière d'art floral et de jardinage urbain. Quel est votre secret ?»« Il n'y a pas de secret, » répondit Élodie en servant le thé. « Juste de l'authenticité, de la passion et la conviction que la beauté peut transformer les vies. Et votre collaboration avec votre mari? Comment conciliez-vous vie privée et professionnelle ?» Élodie regarda par la baie vitrée Gabriel, qui aidait maintenant un petit garçon à planter des graines de tournesol dans un pot en terre cuite. « Gabriel et moi partageons la même vision, créer des espaces qui font du bien aux gens. Lui apporte sa connaissance du management et des projets urbains. Moi, j'apporte l'aspect artistique et la sensibilité aux plantes. C'est complémentaire. On dit que votre rencontre était mouvementée ?» Élodie rit. « Disons que nous ne sommes pas partis sur les meilleures bases. Gabriel m'avait critiqué très durement lors de l'inauguration de sa première entreprise. Mais parfois, les plus beaux amours naissent des malentendus. Et aujourd'hui, nous construisons ensemble. Notre jardin à Caluire est devenu un exemple de biodiversité urbaine. La roseraie que nous avons créée accueille des visiteurs tous les week-ends. Et nous préparons un livre sur les jardins narratifs qui sortira au printemps prochain. » La journaliste prenait des notes avec enthousiasme. « Un dernier mot pour nos lecteurs qui rêvent de changer de vie comme vous l'avez fait ?» Élodie réfléchit un moment, humant le parfum des dahlias qui embaumaient le salon. « Je leur dirai qu'il ne faut jamais avoir peur de rester fidèle à ses valeurs, même quand ça semble difficile, et que parfois les rencontres les plus improbables peuvent transformer une vie. » Après le départ de la journaliste, Élodie redescendit dans la boutique. L'atelier de Gabriel se terminait et les enfants repartaient avec leurs petits pots, des étoiles dans les yeux. « Alors ?» demanda Gabriel en l'embrassant. « Cette interview ? Très bien. Elle voulait connaître notre secret. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Que notre secret, c'est de ne pas en avoir, juste d'être nous-mêmes. » Gabriel sourit et caressa tendrement la joue de sa femme. « Tu sais ce que m'a dit le petit Tom tout à l'heure ? » ?»« Non, quoi ? Il m'a demandé si les graines d'amour poussaient aussi facilement que les graines de radis. » Élodie éclata de rire. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Que les graines d'amour, c'est encore plus facile. Il suffit d'un peu de patience, de beaucoup de tendresse et d'y croire très fort. Sage philosophie, monsieur Durand.
Ils furent interrompus par l'arrivée de Rose, radieuse dans son manteau rouge vif, accompagnée de Madame Beaumont et de Marcel. « Mes chéris, lança Rose, nous venons aux nouvelles. Alors, quand est-ce que vous nous annoncez la grande nouvelle ?» Gabriel et Élodie échangèrent un regard complice. « Quelle grande nouvelle, mamie ?» demanda Gabriel innocemment. « Ne faites pas les innocents. Voilà 6 mois que vous essayez de me cacher quelque chose. Je ne suis peut-être plus toute jeune, mais j'ai encore de bons yeux. » Élodie rougit légèrement. Effectivement, cela faisait quelques semaines qu'elle soupçonnait, mais elle préférait attendre d'être sûre avant d'annoncer quoi que ce soit. « Mamie Rose, » dit-elle en prenant les mains de la vieille dame, « si, et je dis bien si, nous avions une nouvelle à vous annoncer, quelle serait votre réaction ?» Les yeux de Rose s'illuminèrent. « Ma réaction ? Je dirais que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une arrière-grand-mère de 91 ans. » Gabriel serra Élodie contre lui. « Dans ce cas, dit-il avec émotion, nous avons effectivement une nouvelle à vous annoncer. Vous allez être arrière-grand-mère au printemps, » murmura Élodie. Rose poussa un cri de joie et se jeta dans leurs bras, immédiatement imité par Madame Beaumont et Marcel. Les larmes, les rires et les embrassades se mélangèrent dans la boutique parfumée. « Un bébé, » répétait Rose, « un petit bébé qui grandira au milieu des fleurs. Il ou elle aura le plus beau jardin du monde pour jouer, » dit Gabriel en caressant le ventre encore plat d'Élodie. « Et les plus adorables grands-parents pour le gâter, » ajouta Élodie en regardant Rose avec tendresse. Ce soir-là, ils dînèrent tous ensemble dans le jardin de Caluire, malgré la fraîcheur d'octobre. Gabriel avait installé des braseros entre les massifs de roses remontantes qui offraient leur seconde floraison, et l'atmosphère était magique. « Vous savez, » dit Rose en levant son verre de champagne, remplacé par du jus de pomme pétillant pour Élodie. « Il y a 2 ans, quand Gabriel est venu me voir après cette fameuse inauguration, j'ai su qu'il était en train de changer. Mais jamais je n'aurais imaginé que ce changement nous mènerait si loin. »« Mais comment ça, mamie ?»« Eh bien, regardez. » Rose désigna d'un geste large le jardin illuminé, la table dressée, les visages heureux autour d'elle. « Vous deux, unis et épanouis, cette boutique qui rayonne sur tout Lyon, ces projets qui transforment la ville. Et maintenant, un petit enfant en route ?» Elle s'interrompit, émue. Parfois, les plus belles histoires commencent par un malentendu. Et l'amour véritable, celui qui transforme tout sur son passage, naît souvent là où on l'attend le moins. Gabriel prit la main d'Élodie et y déposa un baiser tendre. « Merci, mamie. Sans vous, je n'aurais jamais eu le courage de retourner voir Élodie après l'avoir humiliée. Et sans cette humiliation, » ajouta Élodie en souriant, « nous ne nous serions peut-être jamais vraiment rencontrés. » Madame Beaumont hocha la tête avec sagesse. La vie a parfois de drôles de façons de nous mener vers notre bonheur. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Ils parlèrent de l'avenir, des prénoms possibles pour le bébé, des agrandissements à prévoir dans la maison pour accueillir une nurserie. Quand tout le monde fut parti, Gabriel et Élodie restèrent seuls dans leur jardin étoilé. Élodie s'appuyait contre l'épaule de son mari, une main posée sur son ventre où grandissait leur enfant. « Gabriel, si on m'avait dit il y a 2 ans que je serais ici, mariée à l'homme qui m'avait fait pleurer de rage, enceinte de son enfant et propriétaire de la plus belle boutique de fleurs de Lyon, tu ne l'aurais pas cru? J'aurais dit que c'était un conte de fées. » Gabriel resserra son étreinte. « Et maintenant je sais que les contes de fées existent. Il suffit d'y croire et de ne jamais renoncer à ses rêves. » Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient dans le ciel lyonnais. Dans quelques mois, leur enfant ouvrirait les yeux sur ce monde de beauté et d'amour qu'ils avaient construit ensemble. Un monde où les fleurs parlent le langage du cœur, où les jardins racontent des histoires, et où l'amour véritable peut naître d'un simple bouquet de roses. L'histoire de Gabriel et Élodie n'était plus celle d'un CEO arrogant et d'une fleuriste humiliée. C'était devenu celle de 2 âmes qui s'étaient trouvées, transformées et épanouies dans l'amour partagé et la beauté cultivée ensemble. Et comme dans tous les plus beaux contes, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, entourés de roses et de rêves parfumés.